Hey, bienvenue dans ce tout nouveau podcast de Pourquoi Buffy c'est génial, numéro 53. Ouais, folie. Incroyable. Je ne suis évidemment pas Sartman. Ah bon Et Qui non, es-tu? et non, je suis Big M, voilà. Merci. Nous nous retrouvons pour un podcast totalement exceptionnel. Oui, on n'a jamais vu plus exceptionnel que celui-là. Carrément. Mais je suis bien évidemment accompagné du spécialiste sartois de Buffy. Bonsoir, c'est moi, c'est Sartman, enchanté. Bonsoir Sartman, ça va bien? Ça va super bien, je suis très content d'être invité dans votre émission, monsieur M. Ouais, ça va être génial. Je suis également accompagné de Riley. Salut Big M. Salut Sartman. Salut Clément. Salut à tous. Et bien entendu de Clément. Salut. Donc on est chez toi Big M, Voilà, c'est ça? D'accord. vous êtes chez moi. Littéralement chez toi. C'est ton émission aussi maintenant du coup. Bah là, je viens de me l'approprier. D'accord. Et bah oui, parce que voilà, podcast exceptionnel enregistré chez toi, Big M, donc en Lorraine. l'étranger, du coup. Quasiment à l'étranger, on est à 100 mètres de la frontière, là, c'est ça, hein. Ah oui. Ouais, c'est à peu près ça. Merci de nous accueillir, merci. Mais merci d'être venu, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Bah oui, et puis nous, on adore être invités partout en France, vrai, chez les fans de Buffy. Pour faire des podcasts. C'est assez génial, et ça nous permet de rencontrer, de visiter cet endroit étrange et obscur qu'on appelle la province. Ah là là, Non, je cautionne pas cette blague. Ça fait un petit peu peur au départ, mais, Surtout si c'est chez Big M quoi. Ça mais fait encore plus finalement peur. c'est assez Oula. génial. On est très content d'être là. Merci Big M. Et on serait en live sur Twitch. Alors on est en live sur c'est Twitch. ça, hein. On est en live sur Twitch. Raconte-nous comment ça marche Twitch. Bah, vous allez sur Twitch, vous tapez Pourquoi Buffy et on est en live. Normalement, si vous nous entendez, quoi que non, il y a peut-être des gens qui ne savent pas, Alors, qui écoutent le podcast après coup. Alors dis-leur comment ça marche pour suivre notre incroyable podcast exceptionnel en direct. Eh bien, vous allez sur twitch.tv/Pourquoi Buffy. Vous tapez en moteur de recherche Pourquoi Buffy et vous nous trouvez et vous nous écoutez dès qu'on est en live. Et ben on dit bonjour à tous les auditeurs et auditrices qui sont déjà là. Bonjour les auditeurs. Et tout de suite on va attaquer le sommaire. De quoi on va parler, Riley, aujourd'hui? Alors, on va commencer par faire des gros bisous comme d'habitude. Là, on a énormément de gros bisous évidemment. Ensuite, ce sera la rubrique Actu de Big M. La rubrique Actu. En direct cette fois. C'est sans incroyable. filet. Sans montage. Il n'y aura pas de montage. Sans montage. C'est Tout ce que tu c'est dis sur très Alison Hannigan sera retenu contre toi. Attention. C'est ça. Ok. Et bah, c'est parfait. Ensuite, nous commenterons l'épisode 4 de la saison 2 qui s'appelle 1K Mummy Girl. La momie 1K. Donc oui, l'occasion de parler d'amour, de momie, de Xander et ses choix amoureux très mauvais, de montage un peu nul, d'Eskimo. Oh, cancel. Attention. Ah oui, On te parle Eskimo, ça aïe, aïe, aïe. t'arrête. Donc plein de choses, épisode riche. Ah bah on va oui, dire ça oui, comme oui. ça. Riche en amour et en fromage. D'accord. Et en Twinkie aussi, on en reparle plus tard. Ensuite, ce sera notre série audio incroyable qui s'appelle Reaper. Ah oui, faut pas louper sur le la jeunesse de Tonton Giles. Reaper, tu veux dire Raper. un nouvel épisode de Reaper. Oh putain. La vraie voix. Putain, tu en fais direct. comme le mec dans la. C'est fou. Ouais, on dirait. C'est dingue. Ensuite, ce sera la rubrique de Clément. Oui. Ensuite, ce sera une rubrique un peu spéciale, la rubrique de l'invité, c'est ça? Rappel de l'invité. Je ne sais plus ce qu'on disait. Ah bah si, après la rubrique des invités, ce sera les sites Buffy, tu vas aimer ça. Rappelons le principe du podcast, s'il vous plaît, messieurs. Alors, c'est très simple. Ça s'appelle un podcast. En faisant des commentaires audio d'un épisode de Buffy contre les vampires, que nous regardons en direct pour mieux comprendre la série et l'apprécier. À sa juste valeur. Quoi, l'accent était peut-être un peu raté. Non, on va se faire bannir de Twitch. Le podcast existe partout sur les internets, et si jamais il n'est pas sur votre appli de podcast préféré, vous nous dites et on essaye d'y remédier. Mais surtout, le podcast existe également en vidéo sur Dailymotion et YouTube, et comme on vient de le dire, en direct sur Twitch. Rappel de notre blog où il y a tous les liens. De toute façon, si vous avez le moindre doute, vous tapez Pourquoi Buffy c'est génial, tout attaché sans accent, .wordpress.com, et là il y a tous les podcasts, tous les liens et plein de choses incroyables. Est-ce que ça serait pas le moment de passer au gros bisou? C'est Allez. parti. Allez, Je pense, hein. Allez, c'est jingle. parti pour un petit jingle à De gros pas bisous. piquer des hannetons, des gros bisous. Timmy's down the bloody well, and if you make me miss it, I'll do what? Lick me to death? This is a time of celebration, so sit still and be quiet. Is everyone here very stoned? I love you, Xander. I'll never leave you.
I'm the one who sleeps with you and feeds you, bathes you. I see your and raise you a She bathes you? Nothing can defeat the penis! Et oui, les gros bisous. Est-ce qu'on avait des gros bisous iTunes cette semaine, mon petit Riley? Cette semaine, comme d'habitude, c'est vrai qu'on fait pas des podcasts toutes les semaines. Ça, Bah, le dernier, c'est il y a pas longtemps quand même. C'est vrai. C'est vrai que ce nouveau rythme. C'était le week-end dernier. Ouais, bon. C'est trop sportif. Moi, je suis Gros fatigué. bisous à Melifog qui nous a laissé 5 étoiles sur iTunes. Ça fait bien plaisir avec un très gentil commentaire. Super cool. Et si, on n'a pas fait de gros bisous aux gens du Discord aussi. Du Discord pour Buffy. C'est vrai. On adore le Discord de Bah oui, venez nous rejoindre sur le Discord pour Buffy, c'est génial. La vie. Il a pris lui-même une vie propre. Des fois, on contrôle plus rien. Et voilà, ça, on n'a jamais rien contrôlé. Et il se passe des choses assez folles. On aime beaucoup ce Discord. Moi, je voulais faire un énorme bisou à Monsieur Cheval, qui a sauvé le son du dernier podcast. Je sais pas si vous l'avez écouté. Le son était pas dingue. Ah bon? Et alors, sachez-le, il était mais encore pire et même quasiment inaudible. On a failli le réenregistrer en fait. Exactement. Ouais. Au départ, on devait le réenregistrer et grâce à un sauvetage héroïque de Monsieur Cheval, merci Monsieur compagnon de notre incroyable invité enfant de cheval, il nous a réparé ça et merci infiniment à lui pour avoir sauvé l'épisode. Je voulais faire aussi un gros bisou à Dans la tête de Cass qui sur Instagram a parlé de nous en propos très élogieux, hein, Big Game. Hein. C'est toi qui m'avais relayé ça. Tout à fait. Tu es, pour ceux qui ne sont pas, ceux et celles qui ne sont pas au courant, tu es l'Instagrammeur officiel de Pourquoi Buffy c'est génial. C'est l'influenceur, quoi. C'est toi qui gère. Quand vous parlez à Pourquoi Buffy c'est génial sur Instagram, c'est avec moi que vous échangez en général. Gros bisous également à Geekotaku 77 qui nous a fait un don incroyable. Il nous a fait un don d'une partie de sa collection Buffy. Alors c'est super sympa, ça part. Et comme nous aussi, on est sympa. On a décidé que ces objets, c'est des magazines, des cartes postales, plein de choses des carnets assez cool. On s'en servirait de l'eau pour un futur quiz d'une future soirée de Buffy. Dans le futur, on fera ça, hein, forcément. Donc c'est-à-dire que la prochaine soirée, il y aura des lots à gagner. La prochaine soirée Buffy. C'est vrai que la précédente soirée, il y avait le lot était. Le lot, c'était un podcast avec nous. Alors c'était incroyable. T'avais une valeur inestimable. C'était une invitation. Il n'y avait qu'un seul lot. Quoi. Là, il y aura des lots physiques que vous pourrez gagner. Vivement qu'on fasse une soirée. Carrément. Vivement qu'on refasse ça. Et je voulais faire un dernier gros bisou pour ma part à Kairis, auditeur, créateur du bingo, qui permet d'enrichir l'expérience live. N'hésitez pas à aller voir ça sur les réseaux. C'est très marrant. Sur Twitter surtout. Donc gros bisous à Kairis qu'on a vu cette semaine. On a bu des petites bières avec Kairis. On a bu des bières avec Kairis. Dans la vraie vie. Gros bisous à toi. Messieurs, est-ce que vous aviez d'autres gros bisous? Oui. Gros bisous à Alice qui a découvert l'intégrale de Buffy pendant le premier confinement et qui fait des analyses incroyables, surtout quand il s'agit de costumes et de détails. Cool, ça c'est bien ça. Ah oui. Gros bisous à Mareva. C'est une cosplayeuse que j'ai rencontrée 2-3 fois en convention et qui s'est avérée être une fan de Buffy et du podcast. Gros bisous Mareva. Gros bisous Mareva. Cool. Et on rajoute un gros bisou de dernière minute à Amanda Oliver Kala qui nous a dit juste avant qu'elle venait d'accoucher et a écouté le podcast tous les soirs avant de s'endormir. C'est génial. Que son enfant a entendu le podcast évidemment. Et elle a appelé son enfant Big M. ça elle m'a pas dit, mais en un mot, Big M. C'est peut-être possible. C'est possible. Bah oui, gros bisous. Gros bisous, c'est le plus beau message. Dans la salle d'accouchement, quoi. C'est trop bien. C'est génial. Là, on ne pensait pas. Pauvre médecin qui est peut-être entendu aussi. Clément, vous avez des gros bisous peut-être? Non, j'en ai pas. Si ce n'est à Big M qui nous invite. Bah ça, c'est très cool, Big M. Merci. On l'a dit qu'on était quasiment à l'étranger. Oui, tu l'as dit déjà. On avait pris les transports pour venir ici. On a pris un train. Nous sommes en Lorraine. Précisons-le. D'accord. Voilà. Pas loin de l'Allemagne, là, du coup. Il fallait mettre des masques FFP2 et tout. On a cherché tout l'après-midi. Super journée. Et il se trouve que le présentateur officiel de la rubrique Actu est là à côté de nous, donc on va pouvoir le bâillonner en temps réel. Ouais, si jamais il parle de trop d'Alison Hannigan, on découvre comment il s'y prend, et là il y a 50 pages à peu près. On pourra intervenir. Tout de suite, donc, la rubrique Actu. The world's gonna want to know about Buffy. You had sex with
Giles? Does he mention the cheerleaders? Because we were on. Twice? Hey, Jonathan, over here. Quick photo, please. Please, shot. Another one? Couple more. What's the prophecy? 5 people have died. In a car crash. Murder? What murder? You're not here about the review? God, doesn't anyone write in to praise the cheerleaders? Oui, alors grosse rubrique actu, comme on le disait, dans laquelle je vais vous parler pas mal de comics cette fois. Mais avant ça, je vous précise très rapidement que Julie Benz et Amy Acker ont toutes les deux été castées pour un rôle dans la saison 3 de 911 Lone Star, une série américaine créée par Ryan Murphy et Brad Falchuk. Ah, on aime beaucoup ces messieurs. Oui, diffusée sur la Fox depuis 2020. Donc parlons comics, du nouveau chez nous, puisque Panini vient tout juste d'éditer la version française de l'intégrale de la saga Hellmouth. C'est sorti là, il y a 2-3 jours, sous le titre La bouche de l'enfer. Et je trouve ça intelligent que Panini ait sorti ça, puisque ça permet de combler un arc important qui manquait crucialement à la bonne compréhension des comics Buffy de chez Boom Studios. Et justement, au sujet des comics Buffy de Boom Studios, on a très récemment eu droit au numéro 34. Alors, vous me direz pourquoi je vous parle maintenant spécialement du 34 plus que d'un autre numéro, puisque tout simplement, celui-ci, le numéro 34, vient conclure cette série de comics. Il s'agit du final. Ah bon ? Mais ça ne veut bien sûr pas dire que le Buffyverse chez Boom Studios, c'est fini. Ils nous sortent un tout nouveau Angel, qui n'aura a priori rien à voir avec les précédents Angel plus Spike. Mais ceux qui connaissent bien le contenu de ces comics savent qu'il en sera probablement autrement. J'en dis pas plus parce que sinon ce sont des spoilers. Et donc dans ce nouveau comics Angel, Angel mène une double vie entre vampire détective dans une série télé et vampire détective dans la vraie vie. C'est super méta. Et Boom Studios ont annoncé une toute nouvelle série prévue pour le mois d'avril, intitulée tout simplement The Vampire Slayer. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on aura le droit à une toute nouvelle tueuse et que ce sera la suite directe de la saga qui s'est conclue avec le fameux numéro 34. C'est pas forcément Buffy du coup, ce sera une nouvelle. Non, ce sera une toute nouvelle tueuse, peut-être même plusieurs nouvelles tueuses. En fait, Buffy va passer le flambeau dans cette nouvelle saga. Tu nous annonces pas le décès de Buffy à l'épisode 34 ? Non. Ah bah, je veux pas spoiler. Tu as lu déjà du coup ? C'est sorti ? C'est le 34 est sorti, je crois, il y a une semaine ou deux, quelque chose comme ça. C'est tout frais. Et tu l'as lu ? Et je l'ai lu. Ok. Et voilà. D'accord. Et on en parle après. Comme d'habitude, petit point convention. Et oui, tout est annulé. Ah oui, c'est passé un truc. D'une fois de plus à la situation sanitaire, la convention Back to Sunnydale, qui aurait dû avoir lieu les 5 et 6 mars prochains, est à nouveau reportée à une date ultérieure, encore non définie. On vous tiendra bien sûr au courant des nouvelles dates lorsque nous les connaîtrons. Mais c'est pas tout. Si vous voulez quand même voir des stars du Buffyverse, vous en avez la possibilité en vous rendant en Allemagne, à Dortmund, les 23 et 24 avril pour la German Comic Con, à la rencontre de Emma Caulfield et James Masters. Ah oui, mais donc avec des masques FFP2 qu'on a acheté cet après-midi. Vaccin plus test aussi. Souvenez-vous du début du podcast. Renseignez-vous avant de venir quand même. Sérieux. Convention en FFP2, mais cool. Excellente nouvelle. Joss Whedon. Et oui, rappelez-vous, il y a quelques temps de ça, tout un tas d'accusations ont été émises vis-à-vis de lui, originant surtout de Ray Fisher et Charisma Carpenter, qui se sont vus progressivement appuyés par d'autres comédiens. Et bien à présent, Joss s'est exprimé sur le sujet, et ce auprès du New York Magazine. L'interview en question laisse transparaître, parmi d'autres choses, que Joss aurait dit que le tournage de Justice League était un fiasco, que Ray Fisher était un mauvais acteur, qu'il se serait moqué de Gal Gadot qui aurait des problèmes de compréhension de la langue anglaise, que Zack Snyder, donc le réalisateur originel de Justice League, aurait manipulé Ray Fisher et les autres dans un complot contre lui, et que tout ceci aurait, je cite, empoisonner l'esprit de Charisma Carpenter. Alors, est-ce qu'on peut dire que Joss Whedon aurait mieux fait de se taire ? Il y a des chances. Ah, on peut. Je pense qu'il y a débat. Il y a débat, pas trop. Bah ouais. Non, mais non, c'est par rapport à l'article en soi. C'est pas une interview. Il y a plein de
De parti pris. Le journaliste raconte carrément tout sa rencontre, comment il arrive dans la villa de Joss. Enfin, il y a toute une mise en scène de l'article, de l'écriture, et t'as pas de réelle interview. Il ressort certaines phrases qu'évidemment a dit Joss Whedon et il aurait mieux fait de se taire. Ouais. Mais moi j'aurais voulu une interview du coup en entier quoi. Enfin. Moi ce que je peux proposer à nos auditeurs et aux auditrices, parce que j'ai jamais trop voulu qu'on s'exprime beaucoup sur cette affaire qui nous regarde pas et dont on n'a pas trop les infos. Mais en tout cas pour ceux que ça intéresse, l'article de Vulture que toi tu critiques, moi je le trouve super intéressant parce que j'ai pas dit qu'il était intéressant, j'ai dit qu'il était écrit d'une façon que j'ai pas aimé. J'encourage les gens à aller lire. Il est assez long et assez compliqué à lire, mais au moins on a Joss qui parle, oui. Voilà, et Joss qui parle, qui dit un peu n'importe quoi, je trouve qu'il aurait mieux fait de se taire, mais je trouve ça intéressant pour si on veut aller plus loin dans cette affaire, au moins pour une fois il réagit pour la première fois à cette affaire. Et il dit qu'il va chez le psy aussi, comment il est en thérapie. Il est en thérapie. Il a commencé à une thérapie. Merci BM pour cette fantastique rubrique actu. Et est-ce que ce serait pas le moment on commence enfin à l'épisode du jour. C'est parti, allez. Ça vous intéresse ? Allez. Allez, attention, 3, 2, 1, c'est tout de suite le jingle de l'épisode du jour. I'm Cowboy Guy. I am the Dark Lord of Nightmare. Ooh, gang, did you hear that? A bonus day of Class Plus Cordelia. Mixing a little rectal surgery, and it's my best day ever. Stop touching my magic bone. What do we do if it doesn't work? Kill us both, Spock. I swear, one of these times, you're gonna wake up in a coma. Wake up in a... Oh, never mind. Donc, Inca Mommy Girl, la momie Inca en VF, épisode 4 de la saison 2, diffusé pour la première fois le 6 octobre 1997. Épisode écrit par Matt Keane, je sais pas si je prononce correctement, et Joe Reickemeyer. Reickemeyer, c'est un peu Reickemeyer. Aucune idée de qui sont ces gens, Riley. J'espère que vous avez fait des recherches, comme d'habitude. Une enquête approfondie, bien sûr, comme d'habitude. Cet épisode a été réalisé par Hélène Pressman, qui je crois nous avons déjà évoqué, parce qu'elle a déjà fait un épisode qu'on a commenté. Tout à fait, elle est réalisée, Hélène S. Pressman, The Puppet Show. Donc on avait commenté, évidemment. Voilà. Et si en fait c'est une réalisatrice confirmée qui a travaillé sur plein de séries dans les années 90 notamment. Elle a fait plein d'épisodes de Charm, de Felicity, de La Vie à 5, souvenez-vous, avec Matthew Fox. Et elle a donc on a parlé de ça et elle est toujours en activité. Voilà, c'est là que je voulais en venir. Elle a réalisé des épisodes de Once Upon a Time, Riverdale, New Amsterdam, qui sont des séries plutôt récentes. Alors Joe Reickemeyer et Matt Keane, ils travaillent toujours ensemble. C'est un binôme. Ils ont écrit en saison 1 les Yen, The Pack. Ok. On n'a pas commenté celui-là. Pas encore. Faudrait qu'on le fasse. Ça va arriver, ça va arriver. Ça ne saurait tarder. Ils sont ensuite devenus les scénaristes principaux de la série Andromeda avec Kevin Sorbo, une série de science-fiction. Ça fait pas rêver quoi. Gros bisous Kevin. Et ils ont aussi commis Chérie, j'ai rétréci les gosses, la série. Oh la vache. Vous vous rappelez, ça passait sur M6. Ouais, si, ça me parle. Mais il y a très peu d'épisodes. C'était le film qui était avec Christine Sutherland, c'est ça ? Oui, non, celle-là c'est la série. Bref, et après avoir fait ça, ils ont un peu disparu du paysage audiovisuel américain. Merde. Voilà. C'est ballot. Un gros bisou quand même. Est-ce qu'on a un petit pitch, mon petit est-ce que vous avez un pitch ? J'ai préparé un petit pitch. Je t'ai vu griffonner un pitch dans le train qui nous amenait en Lorraine. Non, je griffonnais autre chose. Vous griffonniez quoi ? Non, parce que... Alors, attendez. Parce que là, c'est un peu complexe. Ah bah oui, il y a une mise en scène peut-être, il y a quelque chose. Non, il n'y a pas de mise en scène. Il va chanter. Putain, il va chanter. Alors, j'ai préparé un petit pitch, écoutez bien si vous voulez. On écoute le pitch. Ompata mani muarmi urakami ala wachpaka. Uraki pacha shasha kala makana sha ji uraki. Pachasha nira uraki pacha Xander uraki pachasha. Okay. Voilà. Oh oui, magnifique pitch. Alors, magnifique. En langue que je ne connais pas. Alors, pourtant, je suis très doué en langue. Figurez-vous que du coup, là, ce que je viens de dire, c'est-à-dire une jeune femme momie embrasse Xander. Ah oui, j'ai compris moi. Belle prononciation en tout cas. Hein. Et c'est une langue, la langue des Incas, qui s'appelle, alors je sais pas si je prononce bien, Aymara. A-Y-M-A-R-A. Et c'est la langue officielle des Incas. J'ai dû bosser. Y a pas. J'ai trouvé un dictionnaire en ligne français Erama. Bien joué, Riley. Okay. Sauf que ce que j'ai dit, c'est un peu. Bon, bref, peu importe. N'allez pas vérifier parce que vous ne trouverez jamais. Et voilà. Et donc, savez-vous que la langue des Incas, on pense que c'est le Quechua, hein? Et bah, pas du tout. Le Quechua, c'est des tentes. Et en fait, la vraie langue, c'est l'Aymara.
Voilà. Pardon. Merci pour cette blague. L'Aymara qui est une langue agglutinante. En fait, vous savez ce que c'est une langue agglutinante? Pas du tout. Vous vous enfoncez, Riley. Non, non, j'explique le c'est très truc, intéressant. attends, Vas-y, c'est un point culture un peu. On apprend que des choses sur Buffy tout le temps. Alors, langue agglutinante, bah voilà, on rajoute des syllabes aux mots. Enfin, vous voyez, les mots se construisent comme ça en rajoutant des bouts devant derrière. D'accord, ok. Et des suffixes. Très organique. Voilà, vous voulez que je vous redise le pitch ou ça ira? Non, on a retenu. Clément, Big Game, est-ce que vous avez des choses à ajouter avant qu'on passe à l'épisode du jour? Non. Enfin, moi non. Moi j'ai envie de rajouter que j'ai hâte de voir cet épisode. Jacqueline nous dit que le japonais était aussi une langue agglutinante. Ah, ok, bah je. Voilà, merci Jacqueline. L'agglutinance, j'avoue que j'ai des lacunes. On parle un peu de linguistique. Non, merci pour ce point. Parce que t'es pas très fort en langue étrangère. Alors pourtant, je maîtrise tout ce qui est anglais, allemand, espagnol, très fluent. Et marre. Peut-être on va lancer l'épisode. Alors, est-ce qu'on l'a dit? Qu'on n'était pas chez nous, on était à l'extérieur, on joue à l'extérieur aujourd'hui. C'est un podcast exceptionnel. On joue pas devant notre public. Il est exceptionnel. Donc la configuration technique est un peu particulière, je vous le cache pas, mais on va y arriver. Donc là, chez vous, munissez-vous de votre télécommande, de votre souris, de votre OK Google, Alexa, je ne sais quoi, pour regarder l'épisode avec nous. On va le lancer d'une seconde à l'autre. Ici, vous êtes prêts? Autour de cette table, tout le monde est prêt? Sur le chat, vous êtes prêts? Attention. 3. Il va dire top. 2. Elle est où ma souris? 1. Il va dire top. 0,5. Attention, 0. Attention. Top. Il a du temps, ça y est. Top à la vachette. Le previously. Enfin, le fameux. Pas le previously. C'est pas le générique. Le preview générique. Et on a un problème de sous-titres. C'est formidable. Sous-titré en allemand. Il est en allemand, les sous-titres. Comment ça se fait? C'est OK Google qui l'a. C'est pas de l'allemand, ça. C'était du danois. C'était du danois, pardon. Priorité, on a ça eu commence direct, oui. Et toute première réplique de l'épisode, c'est so unfair, c'est trop injuste. C'est tellement injuste. C'est souvent le thème de l'épisode comme souvent, nous est donné dès le début. Buffy se plaint, elle trouve que ce qui lui arrive est injuste, mais hélas, comme on s'en doute déjà, elle va devoir faire avec et faire le sacrifice d'une vie normale, car elle est élue et doit avoir une vie injuste. Voilà, fin du podcast, pensez à nous mettre 5 étoiles. Merci. Voilà, on ne dira pas plus ce soir. Sauf que oui, plan séquence sympathique pour ouvrir l'épisode. Exactement, et donc pour le moment, ce qu'elle trouve injuste, le décès so unfair, c'est seulement le fait de voir bientôt débarquer chez elle un étranger dans sa maison, et c'est pour ça qu'elle utilise cette formule. Donc le thème est donc le thème de l'épisode du jour est donc subtilement donné, alors que le cœur de cette scène c'est juste nous donner le contexte de l'épisode. Voilà, il y a 2 niveaux de lecture avec ce This is so unfair. On est dans le musée là. Magnifique musée d'ailleurs. On est dans le musée. Et Cordelia, elle regarde juste la tête des correspondants. Elle n'a rien à foutre. Cordelia est formidable. En un plan, on comprend en direct son personnage. La superficialité assez importante du personnage, qui habituel. Est entouré de trucs. Il y a un squelette de dinosaure, il y a plein de trucs, mais elle s'en fout complètement et elle regarde les photos de son futur correspondant. Il y a aussi un trait de caractère de Xander qui ressort dans cette scène, parce qu'il fait déjà son jaloux par rapport à Empata. Donc, Xander est quelqu'un de très jaloux, c'est un trait qui va coller au personnage jusqu'à la fin, quoi. Et rappelons qu'il est amoureux de Buffy à ce moment-là. Willow est amoureuse de lui. Totalement. Il y a un triangle amoureux toute cette saison 2. D'ailleurs, il devient très agaçant, Xander, à force d'être jaloux pour tout et n'importe quoi. Ouais. Et donc Buffy qui disait à ses amis qu'elle ne voulait pas avoir un correspondant habité chez elle. Buffy qui apparaît un peu très fermée d'esprit, un peu contre l'étranger. Qu'est-ce que tu es en train d'essayer de dire là? Je pense qu'elle vote Zemmour. D'accord. Personne n'a un problème. D'accord, on s'en doutait. Oui. On va voir comment le personnage évolue, bien sûr, au fur et à mesure de l'épisode. Mais là, elle part assez mal, Buffy, avec cette volonté de rester seule et se fermer des autres cultures. Parce qu'on le rappelle, le contexte de l'épisode, c'est les échanges multiculturels, les échanges entre personnes de différents pays. Donc les correspondants et tout. On a vu Rodney qui va mal finir, le pauvre. Rodney est un personnage assez formidable, ça a l'air d'être un délinquant complètement débile. Oui. Et ce qui est génial, c'est pas que... bien fait ça d'ailleurs. Non, il est zéro comme perso. Ouais, et Willow, elle a l'air d'être pote avec lui, quoi. Et Willow est trop sympa en fait, elle est sympa avec tout le monde. Willow, c'est la meuf. Et elle est trop belle en plus. Elle est peut-être pas sympa avec tout le monde, mais je trouve ça très touchant le fait que quand c'est elle, bon j'avance un petit peu, mais quand c'est elle, tu vois, il est pas agressif.
Oui, parce que c'est Willow. Comment veux-tu être agressif envers Willow qui est juste la personne la plus gentille du monde. Il est con, mais pas tant que ça. C'est vrai qu'on a les personnages sont très bien décrit dans ce début d'épisode. C'est un teaser, hein, normalement c'est très court, mais là vous allez voir que c'est très long. C'est quasiment comme un premier acte d'épisode. Vous allez voir qu'à la fin de ce teaser, on va avoir l'apparition du méchant de l'épisode. Ça, va déjà faire une victime. Ouais, et ça c'est quelque chose qu'on voit généralement en fin d'acte 1, mais ici on le voit dès la fin du teaser. Alors peut-être parce que ce méchant de la semaine, c'est la momie Inca et c'est le titre aussi de l'épisode, donc ils n'avaient pas trop envie, pas trop besoin de jouer sur le suspense pour cet épisode. On sait que le monstre de la semaine c'est une momie quoi. Elle est bien faite. Momie originale. D'ailleurs, il y a Willow qui fait une remarque sur les bandages. Elle est surprise de voir la momie comme ça. Ouais. Et on aurait pu croire que, vu que la série rend hommage à tous les films d'horreur, les films d'épouvante classiques, que ce soit une momie à l'ancienne avec des bandages et égyptiennes et tout. On s'attendait à ça, forcément. Au moins, c'est un peu original. Tout à fait. Que ce soit une momie Inca. Alors pendant que sur le chat ça débat sur la linguistique et les langues, formidable débat, moi je précise que ces scènes ont été tournées dans un vrai musée, le musée d'histoire naturelle du comté de Los Angeles, au 900 Exposition Boulevard, donc voilà un vrai musée. Ça se visite. Pendant que René non, dommage. Dommage, je venais tout juste de m'attacher au personnage. On pensait qu'il allait être important dans la série. C'était kitsch, mais c'était pas mal. Et on a loupé une super vanne dans laquelle Buffy, Xander et Willow voient Rodney faire n'importe quoi sur une œuvre du musée. Et Buffy dit je vais intervenir, et Willow dit non, ça serait mieux une approche non violente. Et Buffy je suis pas violente. se dit I don't always use violence, je suis pas toujours violente. Et je trouve ça très drôle qu'elle soit persuadée de ça, alors que ses amis ont bien compris que si, elle était souvent violente. Et elle va le montrer dans cet épisode. Très rigolo. Il y avait aussi le guide du musée qui raconte la légende de cette momie Inca, et les adolescents, vu que ce sont que des adolescents qui s'en foutent un peu de l'histoire, n'accordent pas trop d'importance à ce qu'il dit, alors qu'il dit des choses très importantes. Il explique que il lui donnait les clés quoi. La princesse donne les clés de l'épisode. Il parle de leur relation amoureuse à ce moment-là d'ailleurs. Ouais, mais lui le guide parle du peuple Inca qui a choisi une très belle jeune adolescente pour être leur élue et tout. Enfin ça fait complètement le parallèle commence entre cette légende de la momie Inca et la légende de la tueuse qu'on commence à bien connaître, vu que Leila. Jace vient lui dire tu es l'élu à l'instant là. Et voilà, on en remet une couche après le générique. On aura la même scène parallèle avec plus tard avec Ampata d'ailleurs. Voilà. Qui lui dit tu es l'élu. Là on est dans la bibliothèque et Buffy s'entraîne avec Jace, et Jace comme d'habitude l'empêche d'avoir une vie d'adolescente normale, et Buffy déteste ça. Et donc elle lui casse la gueule. Elle utilise la violence pour dans un premier temps se défouler. Pour le convaincre. Et après pour le convaincre de la laisser. Elle va le menacer avoir, en fait. Moi j'aimais bien l'intervention d'Oxander parce qu'il avait l'air d'être pas bien que papa et maman se disputent, alors il est intervenu pour dire non mais arrêtez, il faut un peu se comprendre. Je sais pas, j'aime bien, ça m'a touché. Tu veux toucher par Xander, tu te sens proche de Xander. J'ai bien aimé le fait qu'il ressente la tension qu'il y a entre les deux, le conflit quoi. Mais peut-être que je vais trop loin dans l'analyse, non ? Ce serait bien la première fois. Priorité directe, Jace va chercher de la glace. Et oui, parce qu'il a mal. Il va vraiment le faire du coup. Il a vraiment été physiquement atteint. C'est drôle. C'est un détail de marrant. Ouais. Mais pareil, on le dit tout de suite. On va pas arrêter de vous expliquer que dans cet épisode, Buffy et Ampata, la momie Inca, sont montré comme il est montré que ce sont les mêmes personnes, enfin qu'elles sont des destins identiques, des capacités identiques, elles sont les mêmes, et donc va pas et là dans cette scène Buffy nous est montrée comme ayant donc sa force surhumaine qui lui permettrait d'être violente et de faire du mal à son protecteur, un homme plus âgé qu'elle, tout ça, ce que Ampata fera plus tard, et ce que Buffy a fait, mais sans aller trop loin. Voilà, elle lui a juste pété l'épaule. C'est très. Alors qu'on apprend que Rodney a disparu. Rodney, ouais. Rodney, et que là, c'est une scène géniale où ils se disent ah mais il y a une momie, imagine la momie s'est réveillée au musée, imagine elle a tué Rodney, et puis là ils se rendent compte qu'ils sont dans Buffy en fait, qu'ils sont dans les séries, que c'est totalement possible du coup.
La tête est géniale, cette scène, c'est ça, c'est une des scènes moi qui m'a fait prendre conscience que Buffy était une série hors du commun. Parce qu'il n'y avait pas ça à l'époque. Les personnages n'avaient pas conscience d'être des personnages de série. D'être des personnages, ou au moins d'être dans un univers que nous on connaît. Il y avait beaucoup cette idée que on prenait le spectateur un peu pour un idiot en faisant semblant de qu'est-ce qu'ils vont découvrir. Là, ces personnages ont les mêmes infos qu'on nous, ont le même vécu que nous. Ils ont vu des films de momies et ils savent bien qu'une momie, en plus quand on est dans la bouche de l'enfer, il y a 9 chances sur 10 pour qu'elle soit démoniaque et qu'elle... C'est la baston, pardon. La baston est pourrie. Pendant ce temps-là, bagarre. Il y avait bagarre entre le garde du corps et Xander. Et Xander il saute sur le dos et l'autre s'en va. Donc en fait, il y a pas de. Le garde du corps, moi je l'appelle plutôt le mec qui sort de nulle part. Ouais, c'est sa spécialité, on le verra encore plus tard. C'est terrible ça, c'est vraiment terrible. Pardon, certains. Non, pour finir, je veux dire, voilà, au-delà de l'humour, de ce côté ironique, ça se trouve, la momie, elle est démoniaque. En fait, on gagne du temps, on va pas. Personne n'est dupe, on est dans. Oui, il n'y a pas eu besoin d'enquêter pour savoir si c'est sûr ou pas. On est dans une série fantastique, ils savent qu'ils sont sur la bouche de l'enfer, sous-entendu, on est dans une série, enfin voilà, il y a un côté double discours méta, et voilà, on perd pas de temps à faire comme si on savait pas que les momies c'était. Voilà. On est dans Buffy contre les vampires, il y a une momie, elle est démoniaque. Passons à autre chose et avançons. Surtout que ça va donner plus de temps à la relation Xander-Ampata qui va prendre une grosse place dans l'épisode. Donc, voilà, alors ça peut être vu comme un scénaristiquement un défaut de l'épisode, mais oui. Mais en tout cas, c'est ça que l'épisode veut mettre en avant. C'est la Ampata et sa relation avec Xander qui va être beaucoup plus développée que Ampata. Que la momie. C'est juste un affrontement contre une momie, ouais. La momie est démoniaque. Ouais, c'est une approche quand même intéressante, je trouve, pour cet épisode. Et alors justement, classique, parce qu'on l'a déjà vu, pardon, je te coupe. Mais Moloch, où c'était un peu la même pour Willow, il y a Moloch. Moloch, on dit Moloch. D'ailleurs, regarde cette scène où donc le vrai Ampata garçon attend Buffy, donc Buffy est en retard. Là, il y a un très beau plan là à travers les bus. Ça, c'est une scène, à mon avis, si elle était arrivée plus tard dans l'épisode. Elle aurait pu être beaucoup plus longue, beaucoup plus dilatée, jouer beaucoup plus le suspense et l'angoisse. Et là, c'est un peu vite expédié. Le petit gars arrive, voilà, il se fait bisouiller et hop, bim, il est mort. C'est un peu expédié. Il se fait pomper son énergie. Ouais, voilà, dans cet épisode, effectivement, les scènes d'horreur ont beaucoup moins d'importance, je trouve, que les scènes de romance qu'on va avoir très très rapidement. Et là, on va arriver justement à la fin de l'acte 1. Et la fin de l'acte 1 se finit sur le coup de foudre de Xander pour Ampata et la découverte d'Ampata. Donc on vous a dit, à la fin de l'épisode 1, souvent, on découvre le méchant de la semaine. Et là, on a déjà vu le méchant sous sa forme la méchante sous sa forme de momie. Et là, on la découvre parce qu'elle a une double identité comme Buffy. On la découvre sous ses traits d'adolescente. Et Xander, Miss Texas. Une ancienne Miss Texas. Miss Texas de 94. Non, c'est quoi Miss Texas. La comédienne. Deux mots sur la comédienne, peut-être, Riley. Qui joue Ampata. Non, mais j'ai plus son nom. Araceli, pardon. Araceli, demi-finaliste de Miss Texas en 94. Donc c'est pas vraiment la Miss Texas. Pote avec Robert Rodriguez, parce qu'elle joue dans Une nuit en enfer 3 et dans Machete. Quoi ? Elle était dans Machete ? Tout à fait. Et j'adore ce film, je l'ai jamais remarqué. D'accord. Bah écoute, on le regarde tout à l'heure. Je crois que j'ai vu qu'une seule fois, je me souviens pas du tout. Araceli, elle est super dans cet épisode quand même. Moi, je la trouve. Elle fait bien le super personnage. Elle fait très bien le job, tout à fait. Ouais, c'est. Et puis oui, elle incarne donc ce personnage qui doit régulièrement donc se nourrir de la force vitale des jeunes gens en les embrassant. Parce que oui, dans Buffy, il y a également toujours un sous-texte sexuel, parfois savoureux. Mais non. Et donc la momie, une fois revitalisée, laisse ses victimes complètement desséchées et surtout mortes derrière elle. Oui. Ça, c'est une manière de dire que vous allez voir, parce que tout le but d'Ampata va être d'avoir une vie d'ado normale, comme Buffy, je dis, ce sont les mêmes. Et ça, cette histoire de bisous et de dessèchement, c'est une manière peut-être de dire que les adolescents, pour vivre pleinement, doivent avoir une vie sexuelle ou amoureuse active pour vivre pleinement leur adolescence, peut-être. Ouais. The teeniness of the room. My old one was much smaller. What's it like back home? Cramped and very dead.
je peux vous parler également de la légende de la momie Juanita. Vous connaissez la momie Juanita? Pas du tout. La momie Juanita, c'est une momie qui a été découverte en 1995 et qui a inspiré cet épisode qu'on a dit de Juanita. 1997. Juanita a été découverte sur les versants du volcan Ampato, bizarrement. Et là, voilà. Il n'y a pas de hasard. Voilà. Et dans la série, dans l'épisode, ils vont parler aussi d'une région qui s'appelle Sabancaya. Il faut savoir que le Sabancaya, c'est un autre volcan de cette région du Pérou. Enfin voilà, tous ces petits indices de nom sont là pour nous montrer que les scénaristes ont utilisé cette momie Juanita comme inspiration. Et l'histoire est fascinante. Je vous mettrai des liens dans la description du podcast, d'articles et de documentaires. Ah oui, il y a des docus dessus. Ah oui. Ouais, qui parlent de cette histoire. Et déjà, on voit la momie. La momie est magnifiquement conservée. Ça fait même froid dans le dos. On a l'impression que cette personne est encore vivante. Et surtout, cette histoire de jeunes femmes qui étaient donc choisies pour être sacrifiées auprès des dieux, pour être des élus de leur peuple, fait complètement et identique à la légende des tueuses de la série. Donc on comprend très bien pourquoi les scénaristes ont utilisé cette histoire donc elle s'appelait les Vierges du Soleil, les jeunes femmes qui étaient choisies pour être sacrifiées. Et on comprend pourquoi. Priorité direct, on voit Oz pour la première fois dans la série. Et donc on comprend pourquoi les scénaristes ont utilisé cette histoire comme départ de leur fiction. Oz. Parlons-en, première apparition. Parlez-en, parce que vous m'avez coupé la parole. Écoutez-moi. Tout de suite, en une réplique, tu comprends le personnage. Guitar, Oz. It's currency. I'm not picky. You're just impressed by any pretty girl that can walk and talk. She doesn't have to talk. I worked really hard on my costume. It's pretty cool. Okay, but what about me? You gotta think. It's a celebration of... Ouais, j'avais l'impression qu'il était introduit pour peut-être une victime potentielle. En fait, c'est totalement pour l'histoire amoureuse de Willow qui va arriver, le coup de foudre à la fin de Oz envers Willow, mais que comme Ampata attaque des jeunes garçons, et elle aurait pu attaquer Devon et Oz. J'ai un peu interprété comme ça au départ, quoi. Même si bien sûr que non, en fait c'est le personnage. On introduit de nouvelles victimes potentielles. Ouais, je sais pas, oui, c'est exactement ça. Parce qu'après on va aussi voir Jonathan au bronze plus tard, et qui sera quasiment une victime d'ailleurs. T'avais une remarque sur les costumes d'ailleurs, Sartman, sur Ampata qui s'habille avec les vêtements du Ampata homme. Et bien exactement, vu qu'Ampata lui a volé sa valise, elle s'habille. Mais on voit déjà, ce serait expliqué à la fin avec les caleçons, mais tu trouves qu'on le voit déjà à ce moment-là? Ah ben là oui, justement, mais c'est subtilement amené. Si on revoit l'épisode plusieurs fois, on voit qu'elle n'a que des fringues d'homme en fait. Et bah oui, ça se tient vu que dans sa valise il y avait ça. C'est ça que genre un jean trop grand, un t-shirt trop grand pour elle. Bah c'est ça. Bah oui, elle a pas de vêtements de non mais ça se voit pas vraiment en fait. Regarde comment elle s'appelait Buffy par exemple et comment elle s'appelait elle. C'est vrai, une petite différence. It's very old and valuable. You should hide it. Is anything you recognize? Oz mentionnait le thème de A Summer's Place, un film de 1959, pour dire que c'est ça qui le faisait rêver plutôt qu'une nana avec des longues jambes comme Cordelia par exemple. Et c'est intéressant parce que c'est cette petite musique, vous la connaissez, c'est la musique qu'on entend dans l'épisode Hymn. Vous savez, quand de saison 7, quand toutes les femmes sont folles de ce petit blondinet avec sa veste magique. Et il paraît, Sartman, que cette chanson a été rebaptisée aujourd'hui. Ça s'appelle, je crois, The Rubric Actus Theme. D'accord. Exactement, tu as tout compris. C'est vrai que c'est la rubrique actuelle, effectivement. Lots to do. Lots of stuff. Dull stuff. Willow, maybe you could... Stay with Ampata for the day. I'd love to. Yes, that will be fun. Quand Xander et Willow marchaient aussi devant le lycée de Solidal, on voit que le plan a été fait un petit peu à l'arrache. Si vous regardez sur les côtés, on voyait les techos derrière. Des techniciens avec un réfleau en train d'attendre qu'il se passe quelque chose. Oui, alors par contre ça, c'est corrigé dans la version HD. Hein.
J'ai retrouvé. Priorité au direct, J'ai retrouvé le conducteur. C'est l'instant. Ils vont manger des Twinkies. Ah, des Twinkies. Alors, Xander et Pata vont manger des Twinkies sur les gradins. Et il y en a donc. Et voilà, anecdote, les deux comédiens ont dû manger une dizaine de Twinkies. Envoie des Twinkies. Pour enregistrer cette scène. Donc, les Twinkies, c'est ces petites brioches fourrées américaines. Et donc, comme nous, on adore l'interactivité, on va faire la pareille. Ça se mange comme ça donc. On va commenter cette scène en mangeant des Twinkies immédiatement. Allez, mais comme eux, hein. Donc faut les gober, hein. C'est parti. C'est ça. Je vous regarde. Il y a beaucoup de trucs dedans. Il faut manger en entier. C'est pas bon. Non, c'est pas bon. 0% de vitamine, hein. Non, c'est bon. 80% de gras. J'ai une expérience incroyable. Vraiment bien cet épisode. Hein. C'est du sucre. Je vais m'en reprendre un, moi. Oh non, c'est infâme. Ah. Et en fait, pas ça chez vous. C'est très très dur. Mais c'est quand même des grosses brioches à mettre dans la bouche. C'est vraiment pas bon. C'est des madeleines avec de la crème à l'intérieur. Ah, t'aimes ce goût là? Ah, mais moi j'en reprends un. Mais c'est odieux. Ah, bon, putain, on a réussi. Donc vous allez voir. C'est pas les vrais. On comprend que les deux comédiens ont réalisé une grosse cascade quand même. Une performance d'acteur incroyable. 10. Ils en ont mangé 10. Ah, ça c'était très dur. C'est dégueulasse. Moi j'en mange un, c'est déjà très compliqué. Oh Non. Ah, ça colle aux dents et tout. C'est pas vrai. Ça passe tout seul. Pendant ce temps, Willow, vous savez, Willow bad, oui, bon. Elle bad, mais elle s'amuse avec une peluche grenouille. Alors qu'on sait que le personnage a une phobie des grenouilles. C'est un détail. Une incohérence. Scandaleuse. Il faut éteindre immédiatement. Autant le costumière beau boulot, mais l'accessoiriste nul. Allez, moi je vais reprendre un petit Twinkie. Tu vois? Ah bon, mais vous êtes malade. Vous êtes des malades. Mais non, il faut. C'est totalement addictif. On va arriver au meilleur raccord de toute faut tous les manger. l'histoire de Buffy, je pense. Au niveau montage. Ah oui, T'en manges vraiment un deuxième. ça valait le coup, hein. Formidable. C'était très bon. Donc j'ai hâte, l'attaque sur les gradins, totalement surprise, du garde du corps. Qui sort de nulle part. Et bah c'est magique. C'est magique. Là ils se rendent compte que le gardien il sort des gardes. Moi je pense qu'il a escaladé. Et voilà, on l'a pas vu. Apparition inexpliquée. Il y a encore une cascade minable. Alors là il y a un gros problème avec ce personnage de garde du corps qui est non nul. mais est-ce qu'on peut dire que depuis le début c'est mou, la réal est c'est pas c'est terrible, c'est ça. pas ouf. Et hop, il s'enfuit comme ça, et hop, il tourne dans les cascades. Est-ce que le coordinateur des cascades ne serait pas un peu pour quelque chose? Peut-être. Mais là, je pense qu'il était pas là en fait. Il était déjà là. Il était malade. Il était malade, il était en congé. Global, non, mais il était malade, il avait des problèmes de flatulence. Il était en RTT. Ok, pas mal, merci. Bonne blague. C'est vrai qu'on l'avait pas fait. Podcast 53. Mais même quand la momie elle chope le mec et qu'elle l'embrasse, c'est mou, ça ne marche pas. Voilà. Alors ce garde du corps fait croire. Oh là là, je ne le connais pas, mais c'est un terrible monstre. Ce garde du corps que vous semblez détester, il est interprété par. Non, c'est pas lui. Gilles Birmingham. Ah bah, je le déteste. Gilles Birmingham, je le déteste, c'est lui. Il joue Billy Black dans la saga Twilight. Ah bah voilà. Eh ben oui. Autre fiction mettant en scène des vampires. Twilight, le film avec les vampires là. Ouais. Qui met en scène une adolescente amoureuse d'un vampire. Alex qui a failli balancer qu'on chasse des vampires et tout à Ampata. Alex, tout le monde le regarde. Et un peu bidon dans cet épisode. Il est à fond, il est amoureux quoi. Il comprend plus rien. Il la connaît depuis 5 minutes et ça y est. Et t'as jamais eu de coup de foudre, Sartman? Bah, ça peut arriver, des choses comme ça. Je suis déstabilisé avec cette question. Ça veut dire un peu oui quand même. Donc, chez Xander, c'est les hormones. Hein. Je veux dire, lui-même, il va l'expliquer dans l'épisode avec le juge. Il va expliquer à Cordelia qu'un rien ne l'excite. C'est pas faux, c'est pas faux. Xander, la moindre nana un peu jolie qui croise sa route, tout de suite il en tombe dingue. Même ils vont le traiter dans la saison 2, d'ailleurs, plus tard avec l'épisode. Rappelez-moi le titre où ils sont tous après lui. Bewitched, bah oui, voilà, c'est pour ça que je. Un titre imprononçable. Ouais, très bien. Ça doit être faut qu'on le commente celui-là. Ampata vient de dire qu'elle veut just a normal life. Ça, c'est le même discours que Buffy. Exactement. Voilà, on va le répéter plusieurs fois. Elles veulent la même chose, une vie normale, d'adolescente normale. Et là, du coup, c'est Ampata qui le dit. Et Willow se sacrifie pour permettre à Xander et Ampata de faire leur soirée en amoureux. Alors c'est un peu tiré par les cheveux, c'est genre viens, on va à la soirée et bim, t'auras plus peur de mourir, parce que là c'est ça, elle fait un peu un caprice, Ampata, avec votre histoire de saut. Non mais déjà elle est suspecte, hein. Ils ont rien vu mais surtout, voilà, c'est un peu bizarre, mais bon.
comme je vous ai dit, ce qui est important dans cet épisode, c'est la romance, c'est Ampata, c'est son histoire avec Xander. Ampata. Et du coup, voilà, tout le reste tourne autour un peu de ça. Et on a une nouvelle preuve que Willow est la meuf la plus sympa du monde, on est d'accord. Il y a eu un petit plan séquence sympa avec Buffy et Giles dans la bibliothèque. Ouais, bah là c'est ce qu'on vient de voir, exactement. Ouais. Et qui, c'est marrant parce que les réalisateurs quand même de Buffy essayent toujours d'être un peu innovés quand il s'agit de filmer les scènes de bibliothèque où ils sont en train de faire des recherches ou de discuter. Il y a toujours une... Ah bon, toujours, tu trouves? Pas toujours, il faudrait avoir d'affilée, mais là je trouve que c'est intéressant de tenter le plan séquence. En plus il y a que 2 personnages, donc il y avait une vraie chorégraphie de la caméra en tout cas. Alors non, on s'est pas fait importer les Twinkies. Sur le chat, on nous demande évidemment où est-ce qu'on a trouvé nos fameux Twinkies, évidemment, dans une boutique spécialisée à la capitale, à Paris, une épicerie américaine. Je vous donnerai même l'adresse. Si ça coûtait cher, ça m'a coûté une fortune. J'ai dû vendre des actions Amazon. Bah moi je mange ta part, pas de problème. Bah je te donne ma part. Moi je me retiens. Je t'échange ça contre 2 tranches de raclette tout à l'heure. Okay. Et ouais, donc les scènes Xander Ampata, c'est un petit peu, c'est même complètement du Dawson, quoi. C'est clair. On s'aime bien, mais on fait comme si c'était compliqué. C'est même limite filmé comme Dawson parfois. C'est terrible. C'est pas les meilleurs. On vit pas les meilleurs moments de la série. Et voilà, garde du corps, il était au shot il était dans les toilettes des filles depuis toute la matinée. Le gars, il apparaît toujours dans le dos. Attends, mais c'est pas possible. Il s'est dit à un moment donné, elle va arriver, quoi. Je pense qu'il a lu le scénar. En fait, c'était peut-être pas expliqué, mais il a des pouvoirs, ce personnage, c'est obligé. Il peut apparaître comme il veut, où il veut, parce que. Ils sont un peu moisis, c'est parce que là il va se faire. Oui, il se fait tuer salement, quoi. Facilement. Ampata lui dit d'ailleurs It was not fair. Ça résonne avec le unfair Buffy, dit par Buffy au tout début d'épisode. Le garde de corps en rajoute une couche. You are the chosen one. Tu es l'élu. Enfin voilà, on ne fait que répéter en permanence les mêmes choses. Ce sont les mêmes. Ampata et Buffy, ce sont les mêmes. Il y a Rin Momo sur le chat qui dit qu'Ampata a le même look que Joey dans Dawson. D'ailleurs, Joey s'habille pareil dans Dawson. À revoir. Peut-être à revoir. En tout cas, là c'est intéressant. Priorité directe, la momie a des pouvoirs comme Buffy. Exactement. Oui. Ouais, elle a les mêmes capacités, des capacités physiques hors du commun, et donc elle dézingue le gros costaud. C'est une scène miroir de la baston entre Giles et Buffy au tout début de l'épisode. Mais voilà, Buffy ne blessait entre guillemets seulement Giles. Elle a carrément tué son observateur, son protecteur. Exactement. Et finit main dans la main avec Xander dans un joli plan de la fin de l'acte 2. Là, c'est une très bonne scène entre Ampata et Buffy dans la chambre de Buffy pour se préparer à aller à la soirée. C'est vachement réussi. Il y a au niveau du parallèle entre les deux, justement, dont on traite depuis tout à l'heure. Là, c'est la vraie évocation avant le combat final qu'on aura à la fin. Et au final, le méchant de cet épisode, comme on n'arrête pas de l'appeler, est-ce que ce serait pas une victime, tout simplement? Bah, elle veut s'extirper de. Oui, en même temps. Oui, on comprend. Ses motivations ne sont pas que maléfiques. Ouais, enfin, elle tue des gens, je rappelle qu'elle a tué plusieurs personnes. Oui, d'accord, ok. Mais c'est la première fois qu'on. Oui. Mais il y a 500 ans, elle a été victime, ça, on est d'accord. Là, pas choisi non plus. Il y a aussi une incohérence un peu débile, on se demande pourquoi ça c'est resté. Elle vient de dire qu'elle avait pas de rouge à lèvres, alors qu'on l'a vu 2 minutes avant, avec même un pas rouge à lèvres une dans minute les toilettes, avant, se remettre du rouge à lèvres dans les toilettes du lycée. Bon, oui, mais elle l'a peut-être perdu en tuant. Peut-être qu'il n'y en a plus. Il y en a plus après. Non, mais peut-être c'est juste un prétexte. Là, Buffy découvre les caleçons. Alors là, il y a pendant qu'elle découvre, voilà, dans le miroir. Elle découvre les pieux. Oui, c'est marrant ça. Ces deux trois plans, ils sont formidables. Vous dites cette scène est bien faite. C'est extraordinaire. J'aime pas. En deux plans, on a vu que les deux jeunes femmes se cachaient quelque chose, qu'elles ne sont pas ce qu'elles prétendent. Oui, d'accord. Et c'est très rapide, c'est très nerveux et justement c'est encore c'est esquissé sans que ça soit très clair. Buffy n'a toujours pas. Ouais, elle n'a toujours pas compris. Et Ampata n'a toujours pas de soupçon non plus, mais il y a eu des indices qui pourraient montrer que les deux. Toute la chorégraphie de la scène est bien faite. Avec l'ouverture du cadavre, là, le coffre qui s'ouvre, on voit le cadavre. Buffy ne voit pas. Ah, c'est quand même réfléchi, je pense. Moi, je l'ai chaque pas position vu la première fois. Non, c'est réfléchi peut-être, mais. Ah si, super. Par rapport à d'autres scènes, genre sur les gradins de tout à l'heure. Ouais, là c'est super bien fait. Pareil. Peut-être que j'étais encore sous le choc des gradins. Et on a eu un truc, c'est une formule que j'utilise de temps en temps dans ce podcast qui me plaît bien, c'est que la vérité sort de la bouche des méchants dans Buffy. Et là, c'est encore le cas. Kylo Ren. C'est Ampata qui dit à Buffy que you're always thinking of others before yourself. Tu penses toujours aux autres avant toi-même. Et c'est là
qu'on voit enfin une différence entre Buffy et Ampata. Elles ont les mêmes capacités, les mêmes pouvoirs, le même destin, la mission, tout ça. Ampata là refuse son destin, refuse de se sacrifier, là où Buffy, on le voit, l'accepte, et comme on est dans une série pour teenagers, elle devient une vraie américaine, elle va au bal de promo en descendant les escaliers. C'est ça, et pour matérialiser cette différence de choix dans une série d'adolescents, on voit que Buffy refuse d'aller au bal, au fameux bal de l'école, alors que Ampata y va et nous gratifie d'une scène un peu cliché qu'on voit dans plein de films américains où la jolie demoiselle descend dans une belle robe et descend les escaliers, et en bas son prince charmant l'attend avec des yeux écarquillés. Voilà, là il est habillé comme Clint Eastwood, mais c'est une scène tellement cliché qu'elle a même été nombreuses fois parodiée dans des films. Et puis là il y a Joyce qui sort de nulle part pour souligner un peu le truc. C'est vrai que c'est ça c'est dommage, parce que justement c'est un peu étrange, on avait cette info avec le plan de Ampata qui descend les marches. On avait cette info que voilà, elle s'acclimate enfin, elle vit le rêve américain totalement. On rappelle qu'Ampata est étrangère également. Elle veut être une adolescente américaine et cocher toutes les cases. Elle disait à Buffy d'ailleurs, c'est ce que je veux, être comme toi, avoir des amis, tout ça. Elle veut vraiment vivre ça, et donc derrière Joyce, les répliques de Joyce viennent appuyer ça, des choses qu'on avait déjà vues par la réalisation. C'est un peu dommage de surligner des choses qui avaient déjà été montrées, et aussi par les costumes. On voit aussi que là ça a été inversé. Buffy porte une salopette lambda, alors que Ampata est en robe de soirée, très bien habillée, très bien maquillée. Pareil, par leurs costumes, on voit que les jeunes femmes ont fait deux choix très différents. Et que Cordelia arrive en maillot de bain à la fête. Bah non, en tenue hawaïenne. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Cordelia, elle perd jamais une occasion de montrer qu'elle est bien. Elle balance une réplique à Willow qui est elle habillée donc en Inuit. En Inuit. En Inuit, qui veut dire humain. Inuit. Qui est très drôle. Elle dit j'avais pensé mettre la même chose que toi, mais... Ouais, encore pour se foutre de sa gueule. Et Sven est évidemment habillé en viking. Et au tout début de cette scène, on a eu un gros plan sur la batterie du groupe. Oui, groupe qu'on découvre pour la première fois, les Dingos Ate My Baby. Donc les dingos ont mangé mon bébé. Un groupe fictif. J'ai du mal prononcer, je pense pour ça qu'il y a. Non, c'est les dingos. Et un groupe fictif qu'on va revoir souvent dans la série, mais on peut peut-être rappeler les bases de ce groupe. Donc c'est le groupe de Oz et Devon, des personnages. Là, il y a un rabbin qui danse. À mon avis, c'est un hommage à Rabbi Jacob, on est d'accord. Forcément. Oui, c'est forcément. Le rabbin qui danse, effectivement. Groupe, donc groupe connu. Enfin connu. Qu'on va revoir souvent dans la série. Fiverse. Voilà, et Willow, on voit la différence entre Buffy et Ampata. Willow et Ampata. Entre Willow et Ampata qui vit clairement son rêve de jeune femme, quoi. Elle arrive au bal, elle danse, elle est dans une soirée. Donc, on rappelle, c'est une nana qui est sacrifiée et est morte il y a 500 ans. Donc tout est nouveau pour elle. Pour elle, c'est des visiteurs. C'est les visiteurs sans la lourdeur d'un Jacouille la fripouille. Ça manque peut-être du coup pour un peu de rythme, pour donner un peu de rythme à l'épisode. Non, parce que je trouve que dans son jeu, la comédienne Araceli, je trouve qu'elle joue en permanence l'émerveillement, la découverte de tout. Elle rappelle dans son jeu qu'elle a 500 ans de retard. Et il y avait un plan génial avec Willow elle dit où est Buffy, et comme elle est coincée dans son costume, elle se tourne entièrement comme ça pour regarder derrière elle, et le plan dure longtemps en plus. J'ai l'impression que c'est un peu ton plan préféré de cet épisode, avec le mec qui sort de derrière les gradins, bien sûr. Ouais, évidemment. Non, mais elle était tellement chou. Elle était chou à ce moment-là. T'es un peu comme Oz. Oui, comme toujours. Merci Big M. Et oui, Willow, on l'a pas dit, enfin pour ceux qui n'ont pas l'image, Willow donc est habillée de fourrure de la tête aux pieds, alors que on a vu autant Ampata que Cordelia par exemple mettre en avant leur forme et leur corps. Willow fait pas Willow, elle veut se cacher. Elle veut se cacher, elle met en avant sa beauté intérieure. Que va découvrir Oz, parce que aussi il y a cette intrigue très très secondaire dans l'épisode. Non, mais du coup où l'intérêt de Oz arrive. Pourquoi il y a ce personnage qui débarque, et en fait c'est parce qu'il va être le Oz remarque. C'est pour ça tout à l'heure je parlais de sa réplique, mais tout de suite il dit voilà, ce qui m'intéresse c'est ce qu'il y a dans son crâne, quoi. Peut-être que du coup on comprenait tout de suite que c'est passé comme ça. Peut-être. En tout cas c'était bien, et moi ça me touche la rencontre Willow. Oui, ça va être bientôt. Excusez-moi.
On peut dire 2-3 choses sur le groupe. Le nom du groupe, ce nom bizarre, les dingos ont mangé mon bébé. Ça rappelle un sombre fait divers qui s'est passé dans les années 80 en Australie, où une mère de famille a été accusée à tort du meurtre de son bébé, un bébé de 8 semaines je crois, alors qu'elle affirmait que c'était des dingos qui avaient emmené, pris dans leur gueule et mangé son bébé. Comme le bébé avait jamais été retrouvé, personne la croyait. Elle a fait de la prison à cause de ça, un truc horrible, avant que des nouvelles preuves apparaissent et qu'on comprenne qu'elle disait la vérité et qu'elle c'est terrible. Ah ouais, d'accord. C'est une anecdote effroyable. Mais bon, ça a servi, mais ça a marqué beaucoup les gens à cette époque là. Et sûrement du coup ils en ont fait un nom pour un groupe de rock. C'est marrant. Et c'est vrai que c'est très marrant. Enfin marrant, non c'est pas le mot. Et dire aussi que donc les chansons interprétées par ce groupe, par les Dingos, sont des morceaux du groupe Four Star Mary, un vrai groupe qui existe dans la vraie vie. Mais on a loupé le premier regard de Oz sur Willow. Son moment. Et il dit Eskimo, il dit pas Inuit. Voilà. Alors ça y est. Donc c'est-à-dire que Oz est. Ouais. On est dans les années 90. Ça veut dire que. Merci Big Up, c'est ça. On est dans les années 90. Mais Eskimo, pourquoi du coup on peut pas dire Eskimo? Alors on peut pas. Parce que c'est un terme impropre, c'est un terme qui a été inventé par des explorateurs du 19e siècle, qui n'est pas du tout utilisé et encore moins reconnu par les peuples qu'il désigne. Donc aujourd'hui on évite de le dire. Je crois que sur Twitch c'est un des mots interdits, Eskimo, faut faire gaffe. Alors évidemment, Eskimo dans les années 90, ils n'avaient pas forcément, tout le monde n'était pas au fait qu'on ne pouvait pas, que c'était impropre d'utiliser ces termes. Parce que c'est le nom, pas que dans les années 90. Aujourd'hui, on est un peu plus au courant quand même. Qu'il s'appelle pas comme ça. Enfin voilà. Oui, bien sûr. Et surtout que c'est toujours bon de le rappeler. C'est un petit peu offensant, donc on évite de le dire. Bien sûr. Ose offense, alors qu'il est si sympathique aussi. Ose il apprend des choses. Là, le montage fondu enchaîné sur la danse Xander Ampata, c'est. Ah non, mais. C'est du Dawson à fond la caisse. Ouais, c'est pas terrible, Et elle va l'embrasser. Ouh là là. Sauf que là, génial, sa main se l'effet est pas mal. Voilà, elle redevient. Elle se met à courir et en fait, elle aime bien. Elle a ce dilemme. Elle aime bien Xander. Elle a pas envie de le maudire comme une vampire. On pouvait d'ailleurs se demander pourquoi elle avait aspiré. Ça tenait assez longtemps, la dernière aspiration, on va dire. C'est peut-être fait des victimes hors caméra. Ah, peut-être. Ouais, c'est pas dit. Il y a au moins des scènes coupées à l'écrit, peut-être, où elle tuait d'autres victimes. Peut-être. Tout ça. Moi, je trouve ça intéressant, en tout cas, que c'est bien pratique pour elle que ce soit les mains qui vieillissent d'abord, puisque si c'était au visage, on l'aurait grillé tout de suite. Ouais, c'est bien fait du coup. Mais c'est bien écrit du coup. Elle a vu. C'est pas écrit de. Ils ont vu Retour vers le futur, où c'est toujours là, ça commence toujours par la main. C'est vrai. On a gratos du DS là, DS Buffy. On est surtout Buffy et Giles sont DS, pardon. Et avant, on a vu Danny Strong, donc l'interprète de Jonathan dans la série. Première fois qu'on le voit. Et c'est la première fois. Alors, c'est la première fois qu'on le voit officiel. C'est pas la vedette de la série depuis le tout début. C'est la première fois qu'on le voit dans un épisode officiel de la série. Sauf que si vous avez écouté attentivement notre podcast 38, dans lequel on commentait notamment l'épisode, le pilote non diffusé de la série. Il était dedans. Tout à fait. Il avait même des répliques dans l'épisode. Il me semble qu'il avait auditionné Danny Strong pour le rôle de Xander à la base, si je dis pas de bêtises. Ah ouais, Strong qui est aujourd'hui un showrunner multi-récompensé, il a fait beaucoup de choses. Il a failli mourir dans le premier épisode dans lequel il apparaît. Celui-là, il est à deux doigts. Il y aurait, vous vous rendez compte, pas d'épisode superstar, pas de trio des nerds en saison 6. Ça aurait été dommage Cette scène est assez réussie. Là, c'est beaucoup plus joli par contre. Ouais, la déco, la lumière. Oui. Tous ces plans, gros plans sur le visage de la momie et de Jonathan. Non, tout ça est beaucoup plus. Est-ce que vous voulez une anecdote sur la scène d'avant, la scène de danse? Oui. Araceli a raconté que cette scène, c'était comme un conte de fées devenu réalité. On était dans notre bulle, les yeux dans les yeux. J'ai tout oublié, le boulot, la caméra. Ah oui, elle a dit ça en interview. Avec elle dirait plus ça aujourd'hui avec le Nicolas Brandon qu'on connaît maintenant. C'est peut-être. Ouais, exactement. Mais c'est vrai que la lumière est soignée. Là, sous l'escalier, là, enfin dans les coulisses où je sais pas trop où on est. Bronze, ouais. C'est c'est assez beau. D'ailleurs, on va finir l'acte 3 comme ça, dans une scène d'embrassade très presque érotique et en même temps dangereuse. Oui, parce qu'on sait ce qui va arriver. Du coup, c'est ironie dramatique terrible pour nous. Xander, ne fais pas ça. Et pourtant c'est beau. Elle a un petit côté Valérie Beg. Bon, ça n'a aucun rapport. Bref. Miss Texas, on a dit pas Miss France. Ouais. Let me know what's wrong. Yeah, I know why you
can't tell me. It's a secret, right? And if you told me, you'd have to kill me. Oh, that was a bad joke. The delivery was off too. Juste avant, on a eu la fin de l'intrigue très secondaire entre Cordelia et son Sven. Vous vous rappelez, Sven qui la faisait fantasmer sur photo, mais dès qu'il arrivait dans la vraie vie, elle le prenait pour un débile, elle lui parlait pas, elle le traitait comme un chien, littéralement. Elle disait va chercher, reste ici, tout ça. Et alors qu'on se rend compte, donc juste avant dans la scène où il parle avec une amie de Cordelia, qu'il sait très bien parler, qu'il est loin d'être débile, et c'est une illustration de la difficulté des peuples à s'entendre entre eux à cause des préjugés qu'on peut avoir les uns sur les autres. C'est une petite morale. Il demande même si Cordelia c'est pas elle l'étrangère. Ouais, il se demande si elle est vraiment américaine. Parce qu'elle lui dit toujours, elle utilise des trucs espagnols pour lui parler, enfin elle lui parle pas anglais normalement. En fait. Et voilà, une mini intrigue pour glisser une morale assez sympathique. Oh le bisou. Et là, voilà, priorité direct, Alex se fait embrasser sur le gros plan de l'œil de Xander. Ouais, qui comprend qu'il y a quelque chose de chelou. Oh, voilà. Ouais, là c'était vraiment bien cette scène. Assez surprenant, du coup, Ampata ne veut pas le tuer. Et non, et voilà, il le laisse. Bon, il est un petit dilemme, mais. J'aime beaucoup. C'est pour ça que je dis que c'est une victime et que c'est une méchante. En effet, elle joue le rôle de la méchante, mais elle n'a pas le choix. Ouais. C'est pas Moloch pour le coup. Elle n'est pas. Donc oui, ça c'est intéressant. Jace il fait du puzzle là. Contrairement à ce qui se passe souvent dans les épisodes de Buffy où c'est les personnages du Scooby Gang qui vont apprendre quelque chose pendant l'épisode. Là, c'est Ampata qui va apprendre quelque chose au contact de Buffy, de Willow et de Alex. Elle va apprendre le sacrifice. Elle qui refuse ce sacrifice. Le refuse pendant tout l'épisode. Là, petit à petit, se met à douter à cause des sentiments qu'elle a pour Xander, et elle va finir, vous allez voir dans la fin de l'épisode, par accepter, par ne pas réussir à vivre, et donc par la force des choses à devoir se sacrifier. Donc là, Willow vient d'apprendre qu'Ampata était la momie. Et elle en est presque contente. Enfin, elle a un petit sourire. Et après, elle se rappelle qu'elle est partie avec Alex. Ouais, je suis étonné, vous n'avez pas relevé que le baiser, la bouche qui aspire la force vitale d'un adolescent, ça vous faisait pas penser à une métaphore sexuelle peut-être, non? Non, c'est ta spécialité. Okay, ça, tant mieux. Alors on va garde ça pour la conclusion. On va pas partir sur ce terrain glissant. Ampata va plus vite à pied que Giles et Buffy en DS. Là il y a des trucs, il y a des incohérences. Peut-être qu'au niveau géographique on ne sait pas trop. Bon, ça n'a aucun sens. Après c'est que là, ils s'en foutent complètement dans cet épisode en fait. Ouais, je pense. Bon Giles qui comme un épisode sur deux en saison et 2 se fait tabasser quand même. Là il tombe KO, dans les pommes. Et oui, combat Buffy, le saut est génial. Donc là pour ceux qui n'ont pas l'image, Buffy et Ampata se retrouvent dans le musée. Giles tombe dans les pommes, voilà comme d'habitude. C'est un peu expédié et il y a des trucs un peu dommages qui n'ont pas été faits. En tout cas là il y a baston. Les deux jeunes femmes se révèlent vraiment qui elles sont l'une à l'autre. Buffy révèle qu'elle a des super pouvoirs. Ampata, on le voit avec ses bras de momie aussi. Buffy se fait enfermer dans le cercueil. Avec Giles. Attends, moi j'ai pas compris si c'était enfermé tous les deux dans le. Ils sont tous les deux dans le truc. Ouais. D'accord, ok, bah. Ouais. Et ça c'est dommage parce que c'est pas utilisé. Enfin, il y a une force symbolique super importante de Buffy enfermée, de Buffy dans le sarcophage de la momie Inca qui doit se sacrifier. Je vous rappelle, la momie qui s'est sacrifiée pour son peuple. Enfin, il y avait quelque chose de super fort à jouer et qui n'a pas été mis en scène du tout, quoi, parce que comme on l'a dit beaucoup dans cet épisode, le plus important, ils vont se focaliser sur Ampata et Xander avant tout, et là c'est ça, Ampata qui voulait tuer Willow pour rester en vie. Là c'est Xander qui se sacrifie, qui montre à Ampata ce que c'est le sacrifice en lui disant non, prends-moi à la place de mon ami Willow, et Ampata n'y arrive pas et se dessèche. Ah, c'est dégueulasse. D'ailleurs il y avait un beau faux raccord là, parce que dans le contre-champ elle était encore parfaitement conservée. De dos c'est Ampata et de face c'est la et elle meurt comme ça. Référence à Evil Dead, ça y est. Ah bah si, on l'a eu. Mais carrément. C'était quoi Clément? C'était l'espèce de zombie qui tombe au sol et qui s'éclate quoi. Enfin c'est Evil Dead, c'est tout. C'est tout. Dans deuxième pas plus. Donc voilà, Ampata a appris enfin le sacrifice, quasi, parce qu'on sait pas vraiment si elle a pas eu le temps de. C'était beau ce qu'a fait Xander. Si elle a pas eu le temps d'aspirer la vie de Xander, ou si. Et puis ça boucle l'arc avec Willow. Si elle s'est sacrifiée, mais voilà, elle a vu Willow se sacrifier pendant tout l'épisode. Willow se sacrifie à différentes reprises. Elle a vu Buffy se sacrifier aussi, et à la fin Xander, voilà,
Elle a appris, mais hélas, le fait, elle doit mourir. Mais il fallait qu'elle meure pour ne pas semer d'autres cadavres tout au long de son parcours. Dernière scène bizarre, hein. Juste Alex Buffy qui discute, où il dit qu'il a très mauvais goût en termes de femmes, tout simplement, parce qu'il doit mourir à chaque fois. Voilà, happy ending. Et si tu disais ça, Sartman, très justement, que là il y a une sorte d'ambiguïté. Ouais. Ils finissent l'épisode sur une Dawson, hein. Ouais, ils finissent sur une ambiguïté, Alex Buffy, que finalement, pourquoi pas, tout. C'est dans leur jeu, en tout cas, hein, de la façon dont c'est filmé et tout, c'est. Oui. C'est étrange quand même. On est en début de saison 2. Ils savent pas éventuellement s'ils vont créer cette intrigue-là ou pas, quoi. Mais c'est ça. Alors qu'il y a Angel derrière et tout. Et rappelez-vous, il y a aussi la même chose dans c'est étonnant. Dans l'épisode Phases, Phases où Angel a mordu Teresa, rappelez-vous Teresa, et Teresa se réveille en vampire et attaque Buffy. Xander est là, Xander sauve Buffy. Et il y a une étreinte entre les deux personnages, pareil, pleine d'ambiguïté. Enfin voilà. C'est très étrange que eux deux, pourquoi ils sont pas tous les quatre comme d'hab, parce que cette ambiguïté entre Buffy et Xander a été maintenue au moins en saison 2, beaucoup moins en saison 3, mais au moins en saison 2 ça s'arrête assez vite, parce qu'après il y a Angel qui est là et tout. Ouais, mais je te dis, dans Phases encore. Ou alors les autres étaient tout simplement en cours. Parce que moi je trouve qu'ils ils étaient en cours. Tu vois, ils avaient cours, donc ils pouvaient pas être. Parce que là, ils ont quand même vachement beaucoup d'heures de permanence, je trouve. On les voit tout le temps. On n'est plus à une incohérence près, du coup. Toutes ces heures qu'ils passent à la bibliothèque, d'ailleurs. Mais oui. Est-ce que vous avez envie de passer à la conclusion, peut-être ? Allez, conclusion. Jingle. Allez, jingle, conclusion. Oh my God. It's a sombrero. And it's on your head. Can you believe the Watchers Council let this guy go? Hey, did everybody see that guy just turn to dust? What kind of a monster is he? Crazy freak, vapid whore. Everybody, Giles has a TV. He's shallow like us. Oui, alors conclusion, mon petit Big M. Allez, je te laisse l'honneur, tu es notre hôte ce soir. Parfait. Dis-nous ce que tu as à ajouter peut-être. Déjà, c'est super bien écrit, hein. Faut le dire. Ah bon. Mais voilà, au-delà de déconner, cette histoire de parallèle entre Buffy et Ampata, c'est quand même vachement bien foutu. Voilà. Oui, c'est loin d'être mon épisode préféré, mais il a le mérite d'être un épisode qui permet de compléter la panoplie des monstres classiques, notamment de la Universal, avec cette fois la momie. On avait déjà évidemment les vampires, mais aussi le monstre de Frankenstein 2 épisodes auparavant. Et on aura les loups-garous. Et on aura le loup-garou, mais qui est introduit indirectement dans cet épisode, avec puisqu'on voit Oz. On n'est pas du tout au courant. Toute première fois. Vive voilà. Oz. Je souhaite ajouter que je suis à chaque fois très perturbé par l'apparence physique d'Ampata. Ah bon? Ouais, parce qu'elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à ma grand-mère quand elle était jeune. Alors justement, ça devrait. Non, ta grand-mère était Miss Texas. Elle n'était pas Miss Texas, mais c'était une très très jolie femme. Hein. Je pense que si elle avait habité aux États-Unis, elle aurait pu être Miss Texas. Ampata, on soulignera qu'on n'évoque jamais le nom de famille d'Ampata. Qui le connaît? Gutiérrez. Ils le disent, ouais. Non, alors, il paraît que c'est. c'est ce qu'a dit Buffy. Il paraît que c'est Maudley. c'est Ampata Maudley. Non, la vache. Big M. Bannissez-le de ce podcast, c'est terrible. Tu l'aurais fait chez Starkman, t'aurais viré. Ah là, mais ouais, t'étais dehors, t'étais dans la rue à Paris. Il va tout couper, on te rassure. Il y a plein de nouveaux arrivants sur le chat, mais Mélifog qui est là, salut. Salut Mélifog. 20h, l'apéro est terminé. Doc qui fait du jeu de rôle, la table de rencontre. Il y a Momo qui est arrivé aussi. Bienvenue. Vous êtes pile à l'heure pour la conclusion. Clément. Jacqueline valide ta vanne, Big Game. Merci Jacqueline, merci beaucoup. Alors est-ce que t'as bravo. Encore mieux pour pas exagérer, bravo. Est-ce que t'as encore mieux ou c'est ta conclusion en beauté avec ça? Ouais, je conclus sur ça. Clément, est-ce que vous avez à conclure? Non, mais pas grand chose à dire parce que j'ai pas aimé l'épisode. Je le trouve de facture bof. Voilà. Je trouve que c'est bien dommage parce que il a loupé une magnifique occasion de faire un excellent épisode. Le thème, les personnages, le dilemme de la momie, enfin bref, tout ça a été bousculé d'un revers de la main. Je trouve ça bien dommage. Moi j'ai pas grand chose à dire de plus. On l'a dit, c'est pas un super épisode, même si c'est sympa le parallèle Buffy Ampata. C'est vrai que c'est bien amené, c'est pas subtil, mais ça passe très bien. Pour moi c'est un épisode qui aurait pu être dans la saison 1 en fait. Là il est en saison 2, mais qui est dans la continuité de ces épisodes standalone qui retravaillent, comme tu disais Big Game,
qui révise les monstres universels. Ouais. Mise en scène, pareil, sur courant alternatif. Hein. Des fois, c'est bien fait, notamment la scène de fin, Alexander Ampata, quand ils s'embrassent. Mais alors, l'attaque sur le gradin, l'apparition de ce personnage complètement... elle nous fait rigoler, cette attaque. En fait, ma conclusion, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont fait l'épisode dans la précipitation. Genre qu'ils n'ont pas beaucoup de budget pour cet épisode, parce qu'ils savent ce qui va arriver peut-être plus tard. Qu'ils n'ont pas non plus beaucoup de temps, qu'il faut faire aller vite. On se dit, on va développer un peu le perso de Alex parce qu'il faut qu'il ait aussi des storylines et tout. Et qu'ils l'ont torché en fait. Ce serait quelque part un peu un épisode filler. Ce serait un gros filler, et puis surtout que c'est l'époque où il y a 22 épisodes, hein, il faut faire entre guillemets, faire du remplissage et puis revoir la momie. Et puis revoir ce moment où Oz voit Willow pour la première fois. Oui, ça n'empêche pas d'intégrer des éléments qui vont repasser l'intrigue. Sauf que si tu n'as pas vu cet épisode et que tu regardes plus tard Willow Oz, t'as pas besoin d'avoir vu cet épisode dans l'absolu. Il est peut-être sauvé justement par ses intrigues secondaires, par Cordelia et Devon et puis Sven, par Oz Cordelia qui a toujours des interventions super drôles. C'est heureusement qu'il y a ça. Mais que tu oublies en fait en te rappelant quand tu repenses à Buffy, tu l'oublies tout ça. Tu te rappelles juste de la momie qui est pas ouf quoi. Parce que je le rappelle, j'aurais peut-être dû le faire, j'ai pas minuté la quantité de temps que passe Ampata à l'écran, mais c'est énorme. On voit presque plus Ampata que Buffy. Alors que je rappelle, c'est Buffy la personnage principal de cette série. Pas de cet épisode du coup. Mais pas de cet épisode. Le personnage principal de cet épisode, c'est clairement Ampata. C'est elle qui évolue, comme on l'a dit, dans l'épisode. Donc c'est ça aussi qui le rend peut-être moins intéressant, parce que centré sur un personnage qu'on découvre et qui repart. Et juste pour terminer, c'est peut-être terrible comme constat, mais The Pack en saison 1, on l'a pas commenté celui-là, mais c'est pas non plus le meilleur épisode de Buffy. The Pack est intéressant. Non, il est plus intéressant que celui-là. Sur le harcèlement et tout. Il est plus intéressant que celui-là, mais que ses scénaristes, Matt Rin et Joe c'est le même scénariste, oui, voilà. C'est le même scénariste, pour ça que je dis ça. C'est peut-être pas pour rien qu'ils disparaissent un peu du show. On les a pas revus, ils ont pas marqué la série de leur plume. Après, à quel point c'est retravaillé derrière, on sait pas. On peut citer des influences qu'on pu servir à cet épisode. Par exemple, dans un épisode de la Twilight Zone, un épisode de la saison 5. La Twilight Zone, rappelez-vous, c'est cette série des années 60, formidable série fantastique. Et bien dans l'épisode de la saison 5 intitulé Queen of the Nile, la reine du Nil, on retrouve ce même principe de la jeune femme qui reste jeune en embrassant des jeunes garçons, en leur suçant leur vitalité, et donc c'est donc une princesse, qui vit depuis des années et des années en se nourrissant de la vitalité des jeunes hommes. On retrouve aussi cette idée, mais là du coup c'est sur le sacrifice, dans un film intéressant qui s'appelle Dead of Night, un film de 1974. Où on a un mort qui est mort à la guerre. C'est un film qui dénonce les morts, les jeunes gens américains morts au Vietnam, et une sorte de zombie de ce jeune homme revient et zigouille tous les gens qu'il croise, et une manière de leur dire c'est de votre faute si je suis mort, je suis parti là-bas, et pareil il les tue pour rester vivant. Alors et s'il les tue pas, il se met à dépérir d'heure en heure. C'est qui t'as le nom du réalisateur? Dead of Night, non, je me rappelle plus le réalisateur. C'est un film qui est compliqué à voir. J'avais vu une version dégueulasse sur internet, mais c'est pas un grand film, mais la thématique est super intéressante. Ok. Et comme vous, je voulais conclure en disant que oui, j'ai pas trouvé que c'était le meilleur épisode de la série, loin de là. Surtout en saison 2 là. Ampata n'est pas la méchante la plus emblématique, mais ces histoires de sacrifice et de mise en parallèle de Buffy et d'Ampata avec leur recherche de normalité, je trouve que ça donne quand même beaucoup d'intérêt à l'épisode. Et on peut finir avec ce que j'ai pas eu le temps d'évoquer pendant qu'on voyait la scène de face à face entre Buffy et Ampata, où donc les deux jeunes femmes découvrent qu'elles ne sont pas si normales que ça, et
Et Ampata dit même à Buffy « You're not a normal girl ». Alors rappelez-vous, pendant tout l'épisode, Ampata et Buffy ont souhaité et ont exprimé ce souhait de vouloir être normale. Et là, Ampata découvre que Buffy n'est pas du tout normal girl, elle n'est pas du tout une fille normale. Et si finalement c'était pas ça la vraie morale de cet épisode, et peut-être même de toute la série, c'est-à-dire que personne n'est normal finalement. C'est quoi être normal? Ça veut dire quoi? Et d'ailleurs, est-ce que c'est bien d'être normal? On sait pas. La série la série passe son temps à montrer ça, à montrer que la norme c'est nul et surtout c'est dangereux parce qu'on a à chaque fois des personnages qui sortent de la norme comme Buffy, Xander et Willow qui sont un peu les exclus de leur lycée et qui eux passent leur temps à sauver les autres qui apparaissent comme des gens populaires et tout, mais qui sont tout le temps en danger de mourir parce qu'ils sont pas au courant des vraies choses. En fait, la norme dans Buffy, la normalité c'est dangereux, et donc vaut mieux être quelqu'un de bien dans ses baskets, d'à l'aise avec sa personnalité, plutôt que de rechercher la normalité coûte que coûte, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus important. Est-ce qu'on peut dire que Umpata fixe la marginalité? Umpata, je sais pas, mais Umpata fixe. Umpata, ok, non, ils sont terribles. En tout cas, le chat est en feu. Le chat adore vos jeux de mots. Il demande même un épisode hors série spécial jeux de mots. Alors, on a été bon, le chat, s'il vous plaît, militez à ce que ces jeux de mots ne soient pas coupés au montage. Non, ça c'est moche. Faites une pétition. Et on a fini la conclusion. On a conclu la conclusion. C'est maintenant l'heure d'écouter un nouvel épisode de notre série audio préférée, Reaper, épisode 7, je crois. Riley, dis-nous tout. Épisode 7 qui s'intitule 1959. Et là, on tente des choses. Il y a des flashbacks. Dans le passé. Et donc, tout de suite, on vous lance ça. C'est un gros épisode, en plus, il est long. Hein. Il est méga long. Reaper. Épisode 7, 1959. Bon, je t'écoute. T'es sûr? Tu veux pas que j'aille te chercher à boire ou quelque chose? Bon, alors maintenant t'arrêtes, Rupert. T'as dit qu'il fallait qu'on soit au calme, on est venu dans le parc. Ensuite, il nous fallait des glaces, on a mangé des glaces. Ensuite, il nous fallait des beignets, on a acheté des beignets. C'est bon, maintenant arrête de retarder le truc. Tu m'as promis de me raconter ton histoire avec la magie et tu vas le faire tout de suite. Tiens, prends le dernier beignet fourré, ça te donnera des forces. Bon, très bien. Tout commença en 1959. J'avais 10 ans, et un soir, alors que ma cousine Anna était venue passer la nuit chez nous, on a entendu du bruit qui venait du salon. Alors, on s'est levé et on est allé voir. Non, Anna, mon père m'interdit de descendre après 9h. Sérieux? Et tu t'étonnes que tout le monde t'appelle Rupert la mauviette? Fais comme tu veux, mais moi, je vais voir. Attends, me laisse pas tout seul. Hé Giles, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Comment ils ont pu entrer chez vous sans avoir été invités? Vous me confirmez que vous n'avez pas invité de vampires chez vous dernièrement? C'était pas vraiment ma faute. Ils sont passés hier soir avec des habits de postier. Ils portaient leur visage d'humain. Je n'ai pas fait attention. Je leur ai fait un calendrier. Oh. Hé, Rupert, ils sont en train de tout casser dans ton salon. Et ton père se fait frapper. Parle moins fort, s'il nous entend, je serai puni. Donc Draxus nous envoie ses sbires pour nous tuer, et vous les faites entrer chez vous, et vous leur filez de l'argent. Oui, mais ils m'ont eu par surprise. Et puis, il était très joli ce calendrier. Cette fille était incroyable. J'avais jamais vu personne sauter, se battre et se déplacer comme elle le faisait. Elle empoignait ces énormes personnes avec une facilité déconcertante et les réduisait en poussière en leur enfonçant des morceaux de bois dans le torse, ou même en décapitant certains. L'épée là, au-dessus de la cheminée. Je peux m'en servir, ça craint rien, Ed. Faites attention quand même.
Elle a appartenu à mon ancêtre, Duncan Giles, au XIVe siècle. Elle a servi... Oui, vous inquiétez pas. Je vais juste couper quelques têtes et je la remets en place. Nous sommes restés cachés derrière les barreaux de l'escalier pendant qu'elle sauvait mon père. À aucun moment j'ai eu peur. Ces vampires, j'ai appris plus tard que c'était des vampires, ils faisaient 2 fois sa taille. Mais les derniers ont préféré s'enfuir plutôt que de devoir la combattre. Waouh! Et ensuite? Quand tout a été fini, avec Anna, on a voulu retourner dans ma chambre. Mais c'est là que mon père nous a entendus et nous a ordonné de descendre. C'est bizarre, mais dans mon souvenir, j'étais persuadé que Maggie nous avait repérés depuis très longtemps. Même quand elle se battait et qu'elle avait rien dit, comme pour nous laisser regarder. Comme si... Enfin... C'était la première fois qu'on me traitait comme un adulte. C'est l'impression que ça m'a fait, en tout cas. Et ton père? Il vous a engueulé? C'est le moins qu'on puisse dire. Mais heureusement, Anna était un peu plus vieille que moi, alors c'est surtout elle qui s'est fait sermonner. Et ça, c'était la partie sympa, parce que du coup, c'est Maggie qui m'a raccompagné en haut pendant ce temps. Elle m'a vite fait expliquer le truc des tueuses et des observateurs, et elle m'a donné mes premiers conseils contre les vampires. C'était dingue. Attends, Rupert, là, t'oublies des morceaux. C'est quoi les observateurs et les tueuses? Je suis un peu perdue. Et surtout, j'exige que tu m'en dises un peu plus sur cette Maggie, qui n'a pas l'air de t'avoir laissé indifférent. La tueuse est une jeune femme qui a une force surhumaine, et qui, guidée par son observateur, a la lourde tâche de limiter la prolifération des monstres du monde occulte. Le Conseil des observateurs est l'organisme qui chapeaute tout ça depuis des siècles, dans le plus grand secret. Et donc ce soir-là, en 1959, j'ai découvert que mon père, Edmund Giles, était observateur, que cette chose avait 16 ans, qu'elle s'appelait Margaret Smith, et que du haut de mes 10 ans, elle était la plus belle chose que j'avais jamais vue. Ouh, le petit Rupert, t'étais amoureux, c'est trop mignon. Et tu l'as revu après? Quand t'as grandi, t'as tenté quelque chose? Non, hélas, La vie d'une tueuse est très dangereuse, et souvent trop courte pour ce genre de choses. Ah merde, pardon. Quoi qu'il en soit, à partir de ce moment, et bien évidemment, dans le dos de mon père qui nous l'avait formellement défendu, avec Anna, on commença une exploration assez méthodique des ouvrages occultes cachés dans la maison, et notre initiation à la magie débuta. On voulait tout savoir de ce nouveau monde. Grouille, Rupert, je commence à avoir mal aux épaules. Non mais en plus c'est toi qui as proposé et c'est toi la plus grande, faudrait savoir. Oui bah c'est bon, je pensais pas que tu mettrais si longtemps à trouver ce grimoire magique. Si t'arrêtais de bouger, peut-être que j'y arriverais. Hein. Attends, je le vois. Viens un peu plus sur la gauche. Stop, c'est bon. C'est bon, je l'ai. Eh mais attention Anna, arrête de bouger. C'est toi, arrête de bouger, Ah! C'est avec ce premier grimoire, volé dans le bureau de mon père, que j'ai appris mes premiers sorts. D'abord, apprivoiser les 4 éléments. Ensuite, reconnaître les objets magiques, et aussi les sorts de défense, comme celui que j'ai fait sur Baldur. Après quelques semaines, on se sentait super fort. On avait l'impression de pouvoir tout contrôler. Et Anna voulait même passer aux sorts d'attaque, les plus durs, mais surtout les plus dangereux. Et c'est là qu'un soir, je lui ai proposé de suivre secrètement Maggie et mon père dans l'une de leurs patrouilles nocturnes contre les vampires. Et observer comment eux utilisaient la magie. Anna, je vois rien. Passe-moi les jumelles, c'est à mon tour. Non mais c'est bon, là je peux te décrire. Ils font le tour de la cabane. C'est le repère de Traxus, tu crois? J'ai entendu Maggie dire à mon père qu'elle savait où trouver ce vampire. Oui, bah je sais pas là. Cette cabane a l'air vide. Ton père et ta chérie viennent de rentrer dedans. Mais rien ne se passe. Arrête de dire que c'est ma chérie. Et regarde bien autour de la cabane, parce que si Traxus n'est pas dedans, il peut arriver à tout moment et les prendre par surprise. Tout à fait, jeune homme. Ah! On s'était fait avoir comme des bleus. Traxus était arrivé par derrière, on n'avait rien entendu. Il nous a ligoté un arbre et c'est là que Maggie et mon père sont sortis de sa cabane. Oh l'angoisse! Regarde ce que j'ai trouvé en rentrant chez moi, tueuse. Ah, j'adore les enfants anglais. Toujours très bien nourri, du sang de qualité. Dommage pour toi, tu n'auras pas l'occasion de les goûter. Dans 15 secondes, tu ne seras plus qu'un petit tas de terreau. Je t'explique comment moi, je vois les choses. Toi et ton gentil observateur, vous allez me rendre la dague d'Arkévise. Je sais que c'est vous qui me l'avez volée. Et si personne ne fait quelque chose de stupide, je promets de partir sans emmener les 2 petits pour mon casse-croûte. Et c'est là qu'Anna a justement fait quelque chose de stupide. Rupert, donne-moi tes mains. À 2, on peut créer une boule de feu et faire cramer un vampire sans bouger d'ici.
t'es sûr? Une poule de feu? Mais on n'a jamais fait ça. T'inquiète, je sais faire. Inis, elementum, circulatum, liberarum. La boule de feu d'Anna n'a pas fonctionné et c'est l'arbre auquel nous étions attachés qui a commencé à brûler. Tout entier. T'es en train de revivre ce moment et tu ressens encore la douleur, c'est ça? Non, c'est pas ça. Il y a un truc derrière qui m'a piqué. Ah mais c'est des orties. Je suis con, je suis assis dessus depuis tout à l'heure. Et Rupert, on s'en fout. Qu'est-ce qui s'est passé? Fini l'histoire. Bah, le bûcher a au moins eu l'avantage de faire diversion sur Traxus qui n'a pas pu s'empêcher de rire et de se moquer de nous. Maggie en a profité pour se jeter sur lui et lui régler son compte. Mon père nous a libérés avant que l'arbre ne brûle entièrement. Ensuite, il nous a éloignés pendant que Maggie s'occupait du vampire. J'ai rien vu. Avec les flammes et les cris d'Anna, je suis tombé dans les pommes. C'est mon père qui m'a raconté la fin. Et cette fin, ça s'est mal fini? Oui. Les brûlures, elles étaient superficielles, mais pour Anna, c'était trop grave. Mon père l'a emmenée direct à l'hôpital, mais ils n'ont pas pu la sauver. Le conseil a eu beaucoup de mal à étouffer l'histoire. Une gamine de 12 ans brûlée vive, ça a beaucoup fait parler dans la région. Mon père a été suspendu, Maggie a eu un autre observateur, et moi, bah, t'imagines, j'ai perdu beaucoup de choses ce soir-là. Ma cousine, mes espoirs débiles avec Maggie, et carrément mon enfance. Enfin, d'après certains psys du conseil. Bref, tu comprends pourquoi maintenant, j'ai quelques réticences à utiliser la magie. Bah ouais, je comprends. Et pour Maggie alors? Tu l'as jamais revue? 2 mois plus tard, elle a été tuée par une sorte de secte de démons assassins. L'ordre de Taraka. C'est mon père qui m'a raconté. Il m'avait même fait asseoir dans son fauteuil, celui à côté de la cheminée. Et il m'a fait un grand discours très ennuyeux sur la responsabilité et le sacrifice. Tu es destiné toi aussi à devenir observateur, fils. C'est comme cela dans notre famille depuis plusieurs générations. Tu es en âge de savoir maintenant que ta grand-mère Edna l'était également. Une des meilleures de ces derniers siècles même, selon plusieurs membres du conseil. Mais alors, t'es observateur? Non, pas du tout. J'ai quitté la formation l'année dernière. J'en pouvais plus. Trop de choses compliquées et je me sens pas prêt. Enfin, pas pour l'instant. On verra quoi. On verra quoi? Hé Philou, comment ça va? Regarde Rupert, c'est Ethan et Philou. On est passé chez toi et ta logeuse nous a dit que t'étais parti vers le parc. Mais, attends une minute là. On n'est pas en train de vous déranger tous les deux? Mais bien sûr que non. On parlait cinéma. Ah ouais? Ouais. Et justement, je conseillais à Rupert d'aller voir Le Parrain qui vient de sortir et tout le monde dit que c'est génial. C'est ça, oui. Et c'est pour ça que j'ai dit on verra. Pourquoi pas un ciné, oui. Mais vous, surtout, vous êtes là tous les deux, c'est parfait. Vous avez amené le livre? Ouais, il est là, mais je repensais à ton truc là. Je me demande vraiment si un démon qui file des bonnes notes, c'est si grave que ça. Mais franchement, c'est pas super grave. Ça se voit que vous étiez pas là quand il s'est énervé, hein. Mais comme tu le dis, Philippe, c'est pas forcément le démon le plus dangereux, mais surtout celui qui le commande. C'est cette personne que nous devons trouver et stopper le plus vite possible. Comment Rupert et Paige réagiront en apprenant que Philippe et Ethan sont derrière les agissements du démon Baldur? Vont-ils d'ailleurs réussir à le découvrir ou les deux hommes continueront-ils de mentir à leurs amis? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode de Reaper. Alors, Clément, vous êtes prêt? Je suis prêt. Wiley, vous êtes prêt? Bah oui. William? Je suis totalement prêt. Le chat, vous êtes prêt? C'est l'heure, sous vos applaudissements, d'écouter la rubrique de Clément. C'est parti pour un petit jingle. Hi, I'm Clement. We met once before. Yes. Yes, we did. La rubrique de Clément, aussi appelée La prochaine sera plus drôle, ou bien arrête Clément, je suis mort de rire. Alors, je voulais vous parler de mon correspondant irlandais, qui est venu passer une semaine chez moi. Je l'ai amené, Big Game, ça te dérange pas, il est dans ta chambre, il va arriver. Bravo. Alors, il est gentil, mais on dessoule pas depuis une semaine, c'est peinte sur peinte sur peinte sur peinte. Il est petit, mais il tient de l'alcool, le beau. Et puis, il est taquin, quoi, je veux dire. Attends, il a changé mon code Wi-Fi en foutant des mots en gaélique, tu vois, par exemple. Il a pissé dans mon jus d'orange. Il a foutu des affiches Star Wars 9 partout dans ma chambre. Il a envoyé des textos à mon ex. Ça, c'est moche. Et il a posté sur Facebook un statut « J'ai confiance en nos politiques ». Tu vois, il fait des blagues, quoi. Avec lui, je vois la vie en verre. Enfin, en verre bouteille, surtout.
Ah bah tenez, le voilà qui arrive. Il porte avec lui les restes de ta Xbox, Bigam. Hein. Désolé, je suis désolé pour ça. Mais il est mignon, non regardez, avec sa petite salopette verte et sa petite barbe rousse là. Hein, c'est pratique, je peux l'emmener partout. En même temps, tu me diras, il fait 45 cm. Non, mais, alors voilà, je vous présente Sean. Sean Lépreux. Qu'est-ce que tu dis, Sean Lépreux? Tu veux me sauter au cou pour que je ferme ma gueule définitivement? Mais tu peux pas faire ça, on est... Ah non, ne fais pas... Arrêtez, voilà, c'était Clément, la prochaine sera plus drôle. Excellent. Les prochains Returns, là que j'ai vu, je crois sur Netflix, c'est à voir, hein, c'est très rigolo. Ben merci. Merci beaucoup. On enchaîne sans aucune transition. C'est la rubrique de l'invité. Pourquoi Buffy c'est génial? Mais rien que le nom, c'est le meilleur nom de tous les temps, vous le savez ça. Buffy elle est géniale parce qu'elle a des beaux cheveux. Parce qu'il y a des vampires. C'est badass. Eh gros sein, c'est pour ça. Buffy c'est la base de la série télé, c'est la meilleure série télé du monde. Buffy ça vous donne du boulot. Buffy c'est génial. Et parce que le bronze c'est trop cool. Buffy was awesome. Et les gars, est-ce qu'on ferait pas un truc totalement exceptionnel? Totalement, tu dis encore plus exceptionnel que... Encore plus exceptionnel que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. De ce podcast. Ah bah mais si tu veux, vas-y. On est chez toi. Bah justement, vous êtes chez moi. Et là, c'est la rubrique de l'invité. Techniquement, vous êtes mes invités. Et si on retournait un peu la situation et je vous pose les 3 questions rituelles. Ah, ça peut être intéressant. Je suis sûr que ça enflammera les auditeurs. Ils ont l'air très enflammés. Ils ont l'air enflammés. Eh bien alors, dites-nous comment sont les questions déjà, ce qu'on sait. Je vais vous les poser, t'inquiète pas. Sartman. Oui, bonsoir Sartman. Bonsoir, mais dis-moi, quel est ton épisode préféré de Buffy? Ah, mon épisode préféré, je crois que je l'ai dit plusieurs fois dans ce podcast. Ah oui, donc c'est nous les invités alors. Mais vous êtes mes invités. Donc on n'a jamais réfléchi aux réponses. Vous êtes chez moi. D'accord. J'ai ouvert le podcast, donc c'est vrai, on prends avait un dit, petit peu les rênes. Ok. Et ben mon épisode préféré, mon petit BM, c'est When She Was Bad, le premier épisode de la saison 2, la métamorphose de Buffy en VF. Je suis subjugué à chaque visionnage par cet épisode magnifiquement réalisé, magnifiquement écrit, et surtout seul épisode à ma connaissance où on voit cette Buffy, enfin on voit surtout Sarah Michelle Gellar jouer une autre la bad. Ouais, et oui, Breaking Bad. Vraiment complètement différemment. Buffy, ça reste Buffy, mais c'est une Buffy connasse un petit peu, une Buffy qui aurait pu mal tourner, une Buffy côté obscur. Et When She Was a Bitch. Et ouais, j'aime beaucoup voir c'est quasiment un univers parallèle, quoi. Comment elle aurait pu tourner si, comme Ampata qu'on a pu analyser ce soir, elle avait décidé d'utiliser ses pouvoirs à mauvais escient, maléfique, et de ne pas se sacrifier pour le bien de la communauté, genre une tueuse de diabolique. Et dans When She Was Bad, il y a plus les scènes musicales avec Chibomato qui sont magnifiques. Excellente musique, très bon épisode. C'est vrai que c'est un excellent épisode, j'aime beaucoup aussi. Et merci Sartman. Et toi, Riley, ton épisode préféré de Buffy, dis-nous. Alors je vais dire que c'est comme j'aime beaucoup la saison 2, je vais dire que c'est Becoming, donc c'est le final en 2 parties du coup Très bon choix. de la saison 2, parce que je trouve que c'est l'aboutissement de la série en soi en fait. Donc partie 1 et partie 2 ou tu considères ça comme un ensemble? Oui. Et que c'est l'aboutissement de ce qu'est Buffy dans les 2 premières saisons. J'aime beaucoup l'arc Angelus en plus. Et que ça finit de façon tragique. Les flashbacks, c'est génial, c'est une idée génie. L'ensemble d'épisodes et puis le départ à la fin, ce plan qui c'est con, le plan qui m'a longtemps marqué, quand elle quitte en bus Sunnydale et qu'il y a le panneau Come Back Soon, voilà, ça, c'est tellement con, mais c'est une idée géniale pour une série. Et ça m'avait pris au trip ça à l'époque, hein. Chaque fois j'avais la boule au ventre quand je voyais cette scène. Et c'est non seulement je trouve que c'est vraiment un très bon épisode, mais c'est aussi un très bon souvenir de quand je l'ai vu la première fois aussi. Un côté nostalgique en fait de l'époque, quoi. Merci beaucoup Riley. Clément, c'est à toi. Dis-nous un peu quel est ton épisode préféré de Buffy contre les vampires. Je vais pas être très original, moi c'est Once Upon a Feeling, parce qu'il cristallise tous les enjeux, toutes les sous-intrigues
qu'on ait suivi jusqu'ici. Donc moi c'est enfin je suis pas fan de comédie musicale. Non, c'est pas tellement ça qui me plaît. C'est le fait que ça fasse un petit bilan en fait sur où est-ce qu'on en est dans ce groupe. Et tout ça en chanson. Voilà, en fait. C'est le fait qu'ils disent la vérité en chanson. En chanson, voilà, exactement. C'est pas tellement qu'ils chantent, c'est ce qu'ils disent. C'est pas ce qu'ils chantent. Bah, on va pouvoir passer à la deuxième question rituelle, qui est comment as-tu, ou plutôt comment avez-vous découvert la série ? Sartman, on t'écoute. Je me rappelle comme si c'était hier, c'est trop bien. Oui, 1998, Coupe du Monde. Match entre l'Italie et la France. Donc c'était un quart de finale de cette Coupe du Monde. Et je suis chez un ami et on regarde le match. Et avant, je sais plus si c'est avant ou après, on joue aux cartes Magic. Parce qu'on aimait bien le foot, mais on aimait aussi beaucoup les cartes Magic à l'époque. Et en jouant aux cartes Magic, il y a la télé qui est allumée. Et on voit la bande-annonce de Buffy passer ce soir sur M6. Nouvelle héroïne, Buffy contre les vampires. Ah, et cette voix, c'était la voix. Je crois que c'était cette voix. Ouais. Et faire le narrateur dans Reaper. Et moi j'ai trouvé ça fou. Je me dis, mais c'est fou. Apparemment il y a des monstres, il y a des vampires, il y a cette nana magnifique qui donne des kicks. Enfin, ça a l'air génial. Je veux voir ça. Et donc j'ai regardé la France se qualifier quand même pour les demi-finales. Ça c'était cool. Et après je suis vite rentré chez moi et j'ai vu Buffy et j'ai tout de suite compris que ça allait beaucoup me plaire. Et donc tu étais directement conquis par cette bande-annonce. La bande-annonce m'a donné envie de voir la série. Et quand j'ai vu l'épisode, j'ai dit, bah oui, ok, ça c'est fait pour moi. Ça c'est, oui, il y a eu ce sentiment de dire ça a été calibré pour moi. C'est voilà, c'est coché toutes tes cases. Ouais, mais voilà, c'est quelqu'un qui me connaît qui a fait ça. Ouais. C'est exactement ce que je me suis dit. Très belle histoire. Riley, comment as-tu découvert la série ? Eh bien, en 1998 aussi, je pense. Mais moi, mon souvenir exact, c'était diffusé le vendredi soir, à 22h30, je pense. Et je suis tombé par hasard, en allumant la télé, sur l'épisode Never Kill a Boy on the First Date. Ah oui. Et ça m'a marqué parce que je t'ai déjà raconté qu'elle sort avec un mec qui s'appelle Owen. Et mon frère s'appelle Owen. Oh putain, voilà. On s'en lassera, incroyable. On s'en lassera jamais de cette anecdote incroyable. Et non, mais si, mais du coup c'est con, mais ça m'a vachement marqué. Et j'ai adoré l'épisode à regarder. Je me suis dit, en fait, c'est tous les vendredis, il y a ce truc-là, mais il faut que je regarde. Et donc je me suis mis à regarder comme ça. Et il y avait peut-être pas autant que toi, certains, mais je regardais déjà beaucoup de films d'horreur. Et là, c'était des films d'horreur. Enfin, c'était une série qui était présentée, en tout cas par M6, comme horrifique. C'était pas présenté comme une série teenage, comme Dawson pouvait l'être, que je regardais aussi, évidemment. Et qui était plus ou moins à la même période, il me semble. Hein, c'était un petit peu après, mais... Dawson, juste après. Ouais, juste après. Enfin, je regardais déjà énormément de séries. Et celle-ci est restée dans mes plus grands souvenirs parce que après j'ai tout regardé en suivant la diffusion M6 jusqu'au bout. Clément, est-ce que tu veux bien nous partager le tien ? Comment as-tu découvert la série ? Oui, avec plaisir. Moi c'était dans la trilogie du samedi et en fait je vais vous faire une confidence. J'ai pas aimé Buffy, j'ai pas aimé Banni toutes les séries qu'on nous proposait à ce moment-là. J'étais pas très fan de séries de manière générale. Je le suis toujours pas d'ailleurs. Bref, et il se trouve que après j'ai rencontré Sartman et bah si c'est génial. Je suis bon, d'accord, je laisse dans son délire. Il était comme ça, ouais. Et puis j'ai rencontré une fille avec qui je suis resté un petit moment et qui était fan de Buffy. Et pour le coup, on s'est fait un marathon Buffy. Où là du coup je suis tombé dedans et puis là-dessus suite à ça Sartman qui propose de faire un podcast Alignement des planètes, l'univers m'a parlé. Merci beaucoup pour cette petite histoire. Lenny Inel nous dit sur le chat que la fille en question que tu évoques a été plus convaincante que Sartman. Ah bah oui. Oui, elle avait des arguments que je n'ai pas. Voilà. C'est chaud. On comprend totalement. C'est vrai qu'on t'avait pas mal tanné pour regarder avant quand même. Et j'avais commencé en plus. On parlait de Buffy avant même que Audrey revient. Oh la vache. Avant qu'elle m'en parle, on avait commencé à regarder un petit peu parce que si vous m'aviez tanné tous les deux parce qu'il y avait Sartman et après il y a eu Riley du coup. Non mais si, regarde, tu vas voir, c'est vachement bien. Sartman et on se connaissait après. Enfin un peu après et qu'on s'est découvert cet amour de oui de on n'a pas parlé de Buffy tout de suite alors qu'on se connaissait depuis quelques temps. Oui c'est ça alors, et quand on a découvert qu'on aimait Buffy on partageait cette passion commune, c'était cool. C'était rigolo, ouais. Donc on a voulu la faire partager tout à fait et vous avez bien fait parce que je m'y suis mis, attaché, je m'y suis mis. Audrey en fait c'est une personne qu'on avait payée pour te et
Et super, donc et ça a donné naissance à ce podcast. À cette raclette ce soir qu'on va faire. Naissance du podcast qu'on peut rappeler, hein, si tu veux, c'est Sartman qui arrive un jour chez Clément, il dit j'ai enregistré un truc. Ouais. Et il était tout seul, il parlait de Buffy tout seul dans son salon. Ouais, donc on s'est dit, bon, on va l'aider. Tu faisais en fait, tu avais déjà cette idée de commentaire audio, tu faisais le commentaire audio de When She Was Bad. Il y avait tout seul. Tout qui était, tout qui était déjà là, sauf que j'étais tout seul comme un couillon. Donc, regarder l'écran, lire ses notes, regarder que ça enregistre bien, parler dans le micro, tout seul. Parler anglais éventuellement. Et parler éventuellement anglais et dire des choses intéressantes pendant 3 quarts d'heure, c'était juste impossible tout seul. Donc j'ai dit, écoutez, c'est nul à chier. Il faut m'aider, les gars. Faisons ça à plusieurs. Et ça s'est confirmé que c'était nul à chier. Donc c'était assez pourri tout seul. Donc faisons ça à plusieurs, ça sera beaucoup mieux. Puis qu'on fasse ça sous forme d'une discussion aussi, pas que. C'est ça qui est une bonne idée, je pense aussi. Et du coup, mis à part enregistrer des podcasts, quand vous ne regardez pas Buffy, qu'est-ce que vous faites? Des podcasts sur Buffy. Moi, je l'ai un peu dit dans ma présentation tout à l'heure. Je suis passionné par le foot, donc je regarde des matchs de l'OM. En particulier. Et c'est une source de très grande souffrance pour moi. Parce que, non, mais j'ai cette malédiction qu'à chaque fois que je les regarde, ils perdent. Donc tu ne les regardes plus. Si, parce que j'aime bien cette équipe, j'aime beaucoup même. Et donc, mais il va falloir que je choisisse mieux mes matchs, en fait, que je regarde que les matchs qui n'ont pas d'intérêt, pour être sûr de ne pas leur faire perdre des matchs importants. Je pense que c'est toi qui les fais perdre. C'est évident, vu qu'à chaque fois que je les regarde, ils perdent, et à chaque fois que je ne regarde pas le match, il y a des très beaux matchs que des amis me résument et me disent qu'ils ont bondi de leur canapé, enfin bref. C'est compliqué d'être supporter de foot, mais voilà, non, au-delà de la blague, le foot me procure des sensations très 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 fortes et j'adore ça Mais c'est bien, moi je trouve ça génial, c'est important d'avoir des passions. Et on est quasi, Buffy c'est très 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 fort, mais le foot c'est carrément cool aussi. Merci Sartman, merci pour toutes ces histoires. De rien. Riley, qu'est-ce que tu fais toi quand tu regardes pas Buffy? Je regarde Lost. Ah, ça c'est cool. Dis-nous un peu plus. Je regarde Lost parce que j'adore aussi. Excellente série. On a fait tous les deux Big Game. On fait toujours, c'est juste que c'est. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait? On fait pourquoi Lost c'est génial. Donc c'est des chaînes, une chaîne YouTube. Vous êtes en RTT pour l'instant, c'est ça? On est en RTT, on sort ça quand on a envie, c'est tout. Et donc on fait des analyses vidéo cette fois, donc ça dure 10-15 minutes. Des épisodes de Lost, si vous aimez Lost. Donc et cette fois, c'est dans l'ordre chronologique. C'est un spin-off en quelque sorte. C'est une sorte de spin-off vidéo sur YouTube. Si vous aimez Lost, allez voir pourquoi Lost, c'est génial. On a fait, il me semble, 12-13 épisodes. Et sinon, je travaille dans l'audiovisuel comme mes camarades. Montage, réalisation. Et on fait des courts-métrages aussi, d'ailleurs. Groupe13.fr, on le cite parfois dans le podcast. C'est notre assaut, de courts-métrages. Donc on faisait des films le week-end, en plus des podcasts. Voilà, donc oui, beaucoup de séries, beaucoup de films, jeux de rôle aussi. J'ai vu Doc tout à l'heure. Genre, vous marrez bien? Jeu de mots encore. Les jeux de rôle, non? Ils sont très drôles. Oui, d'accord. Jeu de rôle en plusieurs mots. Ah, d'accord. On a senti au ton de ta voix que c'était une vanne. Un jeu de mots. Jeu de rôle. On l'a cherché. Si, beaucoup de jeux de rôle. D'ailleurs, on s'enregistre aussi parfois. Parle de ça, bien sûr. C'est un JDR Academy. JDR Academy, oui. JDR Academy, où on enregistre nos parties, on fait du montage pour en faire un peu comme des épisodes de série, quoi, en gros. Et Sartman, Clément participe régulièrement à ça. Voilà. JDR Academy, c'est très cool. On rigole bien, c'est surtout ça le but. Et du coup, à part tout ce que tu as évoqué, Clément, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais encore Non, mais c'est pour ça, ça va être un petit peu compléter ce qu'il a dit. Voilà, après, à part regarder Buffy, on fait des podcasts sur Buffy, sur Lost, sur les jeux de rôle, on fait des courts-métrages, des web-séries. Effectivement, moi aussi, je suis réalisateur indépendant, vidéo, montage, captation, tout ça. Et voilà, c'était un plaisir de jouer ce rôle de l'invité, en tout cas. Mais c'est peut-être pas totalement fini, parce que est-ce que vous auriez vous sur le chat des questions à poser à mes invités? Mais oui, c'est vrai qu'on est tes invités. N'hésitez pas si vous on avez dépasse des les 3 questions réglementaires, quoi. Donc ça, c'est ce qu'on fait aussi déjà avec les autres invités, en fait. Mais oui, mais t'as bien fait, Sur le chat, il y a des questions. Il y a des questions fantastiques. Je vais répondre à la première, je vais vous laisser la suivante. On nous demande qui est le vrai amour de Buffy, Angel ou Spike. Angel. Moi, je pense, comme beaucoup de gens, je pense que c'est évidemment Angel. Spike, ce n'est pas un vrai amour, c'est une relation très forte, mais très, très toxique, très nocive. Donc, sans aucune
hésitation, je dirais, Angel. Et il y a Zombie Unizombies qui régale, hein. qui demande est-ce que la série vous a aidé à sortir du célibat? C'était rencontré non, grâce à la série, ouais. Non, c'était non. Bah, par nous. Savoir bien en parler. Mais c'est-à-dire rencontrer l'amour, carrément, en fait. Moi je me permets d'intervenir parce que sans trouver l'amour ou relation amoureuse, bien non, j'ai même vécu pendant une bonne partie de ma vie avec quelqu'un qui n'était pas du tout fan de Buffy, donc non, c'est deux choses très séparées, je pense. Je vis avec quelqu'un qui n'est pas fan du tout de Buffy non plus. Alors en faisant abstraction de tout le côté amoureux, la série m'a quand même permis de faire beaucoup de rencontres, mais de manière générale. Ah bah ça par contre depuis qu'on fait le podcast, ça c'est énorme. Ne serait-ce que beaucoup de gens qui sont dans le chat, on les a rencontrés grâce à ce podcast, donc grâce à la série. Toi, enfin ça c'est ouf par contre, grâce au podcast on a vu rencontré tellement de personnes cool que ça c'est grisant quand même. Alors on a une autre question, pensez-vous que Angel est plus fort que Spike même s'il a perdu dans la saison 5 d'Angel? Plus fort que physiquement en combat. À la bagarre. Bah, Angel est méga fort, il a une épée et tout. Si je devais miser, je miserais quand même pas mal sur Angel. Ah moi aussi. Même si Spike il peut peut-être faire des coups vicieux. En fait ça dépend si c'est Angel ou Angelus. Angelus, ah ouais. Oui, si c'est Angel il perd. Angelus il le défonce. Voilà. C'est votre théorie? C'est ma théorie. D'accord. Moi j'aime Spike donc je vais être pas objectif. C'est la fin de cette rubrique invitée, mon petit présentateur. On peut conclure la rubrique invitée là-dessus. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, ça m'a fait extrêmement plaisir. Plaisir partagé. C'est donc sans transition qu'on va maintenant passer à la rubrique Si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça, ultime rubrique de ce podcast. You're English, right? Yeah. I've seen every episode of Doctor Who. For God's sakes, Andrew, you've been in here for 30 minutes. What are you doing? Entertaining and educating. Well, why can't you just masturbate like the rest of us? Oui, alors si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça. Priorité à l'hôte qui nous accueille. Big M, quel est ton système Buffy? Ah, est-ce que t'en as un? Peut-être tu n'en as pas. Bah, j'en suis plus très sûr en fait. Ah, fais-le, mais tu seras coupé au montage. Il y a doute. C'est ça. La vraie question, c'est est-ce que j'ai le droit de le faire? Est-ce que ça a un lien avec Buffy contre les vampires? Est-ce que tu penses que nos auditeurs et auditrices apprécieront ce que tu vas leur présenter? Alors, je pense qu'il y a un lien avec. Il y a un lien avec Buffy. Est-ce que ça va leur plaire? Je ne sais pas. Parce que en fait, je tenais vraiment à vous parler des comics Mighty Morphin Power Rangers de Boom Studios. Ok. Voilà, donc c'est une grande saga commencée en 2015, écrite par Kyle Higgins, et qui nous a pondu la meilleure histoire de Power Rangers de tous les temps. Pour moi, ces comics, c'est du génie absolu. Donc au centre de cette histoire, il y a un concept qui certes existe depuis longtemps. Il y a des vampires? Et alors, il n'y a pas de vampires, mais je vais venir. Donc un concept qui permet, il faut l'avouer, des facilités scénaristiques, mais qui permet aussi de faire des choses assez incroyables. C'est un concept qui se démocratise de plus en plus depuis ces dernières années à la télévision et au cinéma. Il y a des loups-garous? Je parle du multivers. Non, mais... Je vais te faire chier, J'ai bien compris. Mais le parallèle ici, c'est la façon dont c'est présenté, la façon dont c'est écrit, puisque comme je l'ai évoqué dans la rubrique Actu, Buffy a été, entre guillemets, rebooté par Boom Studios. Avec du multivers aussi, hein, c'est ça hein? C'est un petit peu du spoiler, mais oui, effectivement, il y a beaucoup de multivers. Voilà. Est-ce qu'il y a des sorcières dans ta BD de Power Rangers? Eh ben oui, voilà. Comme ça. Bien joué, Lenny Inel. Puisque les Power Rangers Mystic Force, ce sont des magiciens et des sorcières. Voilà. Et n'oublions pas que le tout premier ennemi des Power Rangers, Rita Repulsa, est une sorcière. Ah oui, qui habitait et bim. Rita Repulsa, excellent. Et je vous conseille très fortement à tous les fans de Power Rangers qui se respectent, mais aussi aux fans de multivers, aux fans de comics bien entendu, et sans oublier aux fans de Buffy, et plus spécialement aux fans des comics de Buffy de Boom Studios, car j'ai envie de dire, si t'aimes Buffy de Boom Studios, tu vas aimer Mighty Morphin Power Rangers de Boom Studios, et inversement.
Car oui, c'est ce comic des Power Rangers que je surkiffe, qui a inspiré toute ma confiance envers Boom Studios et envers l'histoire qu'ils allaient nous pondre pour le reboot de Buffy. Et étant parfaitement à jour dans les comics Buffy, je vous affirme que j'ai pas été déçu et que le dénouement allait exactement dans le sens que j'attendais. Donc tout ça pour dire, lisez les comics Boom Studios de Buffy. Mon petit Clément, c'est tout pour moi. Votre système Buffy, tu vas aimer ça? Je n'en ai pas, chef. Riley. Oui, ben moi aussi je voulais vous parler d'une bande dessinée, un comics Bioman. Oui, je voulais vous parler de Bioman. Il se fout de ma gueule, je crois. Et c'est un comics qui est aussi sorti chez Boom Studio, que tu apprécies tant, Big Game. Je chéris énormément Boom Studios. Et qui est sorti en français chez Urban Comics, qui s'appelle Something is Killing the Children. C'est, je crois que c'est une ressortie qu'il avait déjà sorti Urban en format souple et qu'il les ressorte là pour pas cher en plus. Jetez-vous dessus. En fait, c'est l'histoire d'une petite ville fictive qui s'appelle Archer Peaks aux États-Unis, qui est victime d'une disparition massive d'enfants. Et il y a même des corps qui sont retrouvés. Et donc on suit en fait James qui est un survivant qui a vu ses amis se faire tuer et qui va faire la rencontre de Erika, qui est une jeune femme blonde qui débarque en ville et qui est une chasseuse de monstres. Donc c'est exactement comme Buffy. Les auteurs, ils ont clairement vu, ils ont clairement regardé Buffy. Et donc ça va, c'est une chasse aux monstres. J'adore ça. Avec une jeune femme blonde badass qui va sauver la situation ou pas. On va le voir. C'est très intriguant. Ça questionne, comme le dit le titre. La mort des enfants, on voit beaucoup d'enfants mourir dans le comics, et même les personnages en parlent. Et souvent, la fiction américaine, c'est un sujet tabou. On ne tue pas les enfants ni les chiens. C'est un peu une règle, entre guillemets. Et là, ça aborde de front cette thématique. C'est passionnant. En plus, le personnage, comme je disais, inspiré de Buffy, me fait beaucoup penser à Buffy dans The Wish, vous savez, la version alternative de Buffy et qui a vécu plein de choses, qui a des cicatrices partout. Là, c'est pareil, quand elle débarque en ville, en fait, ce qui est génial, c'est qu'on est du point de vue de ce jeune ado, pré-ado qui la rencontre. Il la voit du coup d'une manière héroïque, couverte de cicatrices, comme je disais, qui a plein d'armes. Enfin, c'est passionnant. Le dessin est un peu brut, on va dire. Très crayonné, mais ça colle totalement avec le ton horreur de la série, parce qu'il y a des scènes vraiment trash, comme je disais, de massacre d'enfants, du sang partout, c'est vraiment bien amené, du coup pas très réaliste dans le dessin, mais ça crée une ambiance assez pesante, c'est génial. En plus c'est une enquête au long cours, évidemment. Là je vous ai ramené que le tome 1, mais ça se développe par la suite. C'est une seule grosse enquête, contrairement à Buffy, mais il y a tout cet aspect petite ville, personnages qui reviennent, le shérif qui est un personnage important. Il y a aussi un aspect complot, hiérarchie, c'est cette jeune femme répond à des ordres d'un groupe plus important. Enfin, c'est très très réussi. Si vous aimez Buffy, vous allez sûrement adorer cette histoire. Something is Killing the Children. Voilà, Something is Killing the Children. De James Tynion Ford et alors ça je vais mal prononcer, c'est Werther Del Edera qui dessine. Excellent comics que je vous conseille. Moi je vais vous parler d'un bouquin également, et sur lequel voilà, on peut voir également une Buffy dessinée bizarrement, enfin d'ailleurs les yeux sont pas la bonne couleur, mais c'est pas grave. C'est la revue Pardaillan, Le Pardaillan ça s'appelle. C'est une revue de littérature populaire et culture médiatique. Là c'est le numéro 8 qui est sorti en 2020. Et il était donc consacré à Buffy. Il y a eu des numéros sur le jeu, sur la nourriture, sur la faim ou sur le western. Donc c'est une revue collective qui fait appel à chaque numéro, ils font appel à des contributions. Pour le prochain par exemple, qui sera consacré aux rêves, vous pouvez proposer vos textes. Tout le monde peut écrire, oui. C'est pas que universitaire. Non, n'importe qui peut écrire. Là, je vous donne l'appel à projet qui est en ligne en ce moment. C'est le rêve dans la culture populaire et médiatique, représentation, enjeux, pragmatique. Il faut faire un article sur les rêves dans The Soprano. Et il y a toute une page avec des pistes possibles, tout ce qu'on veut. Enfin, voilà, vous pouvez. Et donc là, en 2020, pour Buffy, l'appel à proposition, c'était Buffy contre les vampires, toutes les fables de ta vie. Ça évoque des grands moments de la chanson française.
Donc moi j'ai lu ça, c'est super intéressant. C'est un recueil d'articles en fait sur Buffy. C'est un recueil d'articles sur Buffy, donc déjà la promesse est intéressante. Donc j'ai lu ça commence très très bien avec un texte de Isabelle Rachel Casta qui a donc dirigé ce numéro. J'avais eu l'occasion de lire d'autres textes de cette personne sur Buffy, elle en parle très très bien. J'ai même un exemple, page 12, un exemple que je vais vous lire évidemment. Oh merde. Moi j'adore faire de la lecture, quand je présente des bouquins j'adore faire de la lecture. Et elle nous dit quoi ? Elle nous dit: les vampires et les démons de Buffy ont souvent la rigidité intellectuelle de pasteurs évangéliques ou de militants républicains. Leurs disciples sont souvent des moines ou des prêtres, aux antipodes du contraste récurrent du héros sérieux et du big bad rigolard, Batman et le Joker par exemple. Dans Buffy, les méchants sont généralement sentencieux et solennels, ce sont les bons qui déconnent à plein tube. Voilà, c'est juste un extrait. Ça a l'air cool. Mais c'est pour dire que c'est très bien écrit et que cette personne a tout compris à la série. Sinon, si on peut rentrer dans les détails, c'est des articles quand même avec un style assez c'est universitaire quoi, c'est pas très fun. Voilà, c'est pas très fun à lire. C'est pas que c'est pointu, c'est que c'est un peu on n'est pas dans le lyrisme quoi, c'est toujours un peu c'est de l'universitaire. Voilà, la même construction avec des paragraphes voilà. Tout le monde peut écrire mais quand même ça demande une certaine façon d'écrire. Bah ouais, c'est rempli de définitions et de citations et puis avec toutes ces règles de généralement dans ce genre d'article, on doit prendre en compte que ça va être des gens qui connaissent rien à la série qui vont les lire, donc tout est surexpliqué, surdéfini, donc parfois c'est un peu lourd à lire, mais je suis tombé sur quelques articles. Alors ça c'est l'intérêt d'un ouvrage comme ça, c'est que l'article s'il vous plaît pas, bah au moins vous savez qu'il dure que quelques pages et après vous passez vite à autre chose. Et dans le lot il y a eu quelques articles que j'ai trouvé assez cool, notamment un très sympa qui fait une mise en parallèle de la psychanalyse et de l'interprétation des rêves. Et comme dans les rêves dans Buffy il y en a beaucoup. Je vais vous donner un exemple. C'est page 38. C'est surligné. Bien sûr, c'est surligné. On le voit, la psychanalyse a ôté au rêve son caractère magique en tentant de lui offrir une logique interne qui l'éloigne de l'irréel malgré ses apparences. Pourtant, la série fantastique, de par sa volonté de montrer les limites du rationnel, fait fi de toutes ces considérations et redonne aux aspects occultes de nos vies leur élan, leur magie d'antan. Le rêve prémonitoire est de cela. Les œuvres de l'imagination que sont la science-fiction et le fantastique permettent alors de renouer avec cette croyance ancestrale qui veut que notre cerveau possède la capacité d'anticiper les événements et de recevoir les messages de puissance supérieure. Je sais pas vous, mais moi ça me fait un peu rêver, ça m'ouvre plein de perspectives, ce genre d'ambition, de définition de ce que peut être le rêve ça fait rêver. Dans les séries fantastiques. Non mais ça t'ouvre des perspectives si tu le mets en parallèle avec la psychanalyse. Il y a aussi un article sur le sexe qui est très très simple. Alors j'ai pas cité sur le rêve, c'est écrit par Mathieu Pierre. Le sexe. Il y a aussi un super article sur Face. Voilà, Face, personnage qu'on voit finalement pas tant que ça dans la série, donc qu'on a peut-être tendance à oublier un peu trop vite, Face, alors que c'est un super personnage. Et là, elle est magnifiquement étudiée et analysée par Ludivine Branco. C'est un article complet, très bien écrit, très intéressant, et qui donne plein de pistes de réflexion nouvelles. Enfin voilà, que moi, auxquelles j'avais pas pensé en regardant la série. Enfin, c'est aussi l'intérêt de ces ouvrages. Ces personnes analysent la série avec leur point de vue et leur connaissance. Ça peut être donc la psychanalyse par un personnage, par autre chose, et ça donne d'autres pistes de réflexion sur la série qu'on connaît pourtant très très bien, qu'on pense connaître très très bien. Et donc ce genre d'ouvrage, même si il peut avoir des défauts, il n'est pas parfait, au moins a l'intérêt de faire avancer le questionnement sur Buffy, que donc j'ai beaucoup aimé. Le Pardaillant numéro 8 sur Buffy. Beaucoup de réactions sur le chat, hein. Les gens sont outrés que tu surlignes ton livre. Ah bah voilà, merci le chat. Lenny, mais Lenny dit très justement, mettez des marque-pages en post-it. Ok, mais pourquoi en fait? Et pourquoi? Pour que tu retrouves ton article sur le sexe. Ok, bah c'est quand même mieux de surligner, non? Non, parce que Rin Momo veut te bannir du Discord. Carrément. Ok, alors c'est pas comme ça que ça marche, Rin Momo. Il y en a un qui banne, c'est moi. C'est moi qui invente, oh là là, pauvre. Elle a 1001 languettes autocollantes, ça c'est vrai que c'est pratique. Le Pardaillant, et comment on le trouve, Sarman? Sur le site internet, vous tapez le Pardaillant. Ça coûte combien?
20 balles 20 euros. C'est écrit, c'est 15 euros. 15 euros, ok, cool. Pas cher. Et c'est La encore taupe, disponible. Le site, c'est la taupe médite. La taupe, il a dit taupe. Oui, c'est la taupe. Il y a un dessin de taupe. Elle médite, elle a des lunettes, elle a fumé une pipe. Et c'est une taupe qui médite. C'est rigolo. Une taupe qui médite. C'est rigolo, une taupe qui médite. Voilà. On a fait toutes les rubriques de Est-ce que ce podcast ne serait pas terminé? On passerait pas au Dijon? Il semblerait bien. On a oublié le Dijon, certains. Ben on va surtout passer à la raclette là. Oui. Et ce sera en live sur Twitch la raclette ou pas? On peut passer là, je sais pas si ça va intéresser les gens. On va faire un de toute façon, il n'y a pas la place. Ce qui va être compliqué, c'est qu'il faut débarrasser la table ici. Pour, Et puis effectivement, on va faire un petit after. On conclut le podcast. On fait un petit after pour les auditeurs qui. Pendant que les patates, il faut que je mette les pommes de terre. Pendant que les patates chauffent. Non mais sérieux, on peut faire un petit after pendant que les patates chauffent. Ça intéresse énormément nos auditeurs et auditrices de savoir qu'on va mettre les patates à chauffer. C'est primordial. Au moins, ça peut dire qu'on va pas rester très longtemps le temps que les patates chauffent. C'est important. On vous fait des énormes bisous à vous qui nous écoutez, à vous qui étiez présents et présentes ce soir sur le chat. Merci d'avoir participé. Merci d'avoir commenté. Un grand merci. C'est super. L'œil de taupe. Vous savez, on est venu ici en week-end chez Big Game, voilà, et on s'est posé la question de le podcast. Est-ce qu'on le fait en live ou pas? Parce que live c'est compliqué, c'est une galère technique et tout. Et c'est vrai que la question a vite été réglée parce que c'est tellement mieux de le faire en live et d'être avec vous. Et d'être en contact avec vous et de voir vos messages, qu'on s'est vite dit il faut qu'on trouve un moyen technique de le faire. On avait peur un peu des problèmes techniques. On avait peur des problèmes techniques plus ou moins. Parce qu'on n'était pas à Paris, quoi. C'est ça, on est en province, c'est pas. On sait pas comment ça marche la province, ouais. Je cautionne toujours pas ces blagues. 2 heures plus tard. Les jeux de mots minables sur pâte à modeler, ça y est. Ça, alors là, oui. C'est un pâte à modeler. Ouais, d'accord. Un pâte à fixe. On fait des gros bisous à vous tous, le chat. Un tapas de bol. Un pata. Merci beaucoup. Un patate chaude. Le gros bisou. Envoyez-nous vos meilleurs jeux de mots sur Ampata. S'il vous plaît, dans les commentaires, n'hésitez pas. On les publiera. On fera un recueil des meilleurs jeux de mots. On fera une revue aussi avec les meilleurs. Des gros bisous, à très vite pour un. T'as pas le droit. Salut. Tchuss. Ciao.